La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier. Le peuple français est un peuple ardent, vaillant, courageux, qui ne se résigne pas et qui se met debout chaque fois qu'un de ses enfants est à terre. Hier soir, j'ai donné l'ordre à 10 chasseurs bombardiers français de larguer leurs bombes sur le fief de Daesh à Raqqa. Le porte-avions Charles de Gaulle atterrira jeudi pour se rendre en Méditerranée orientale. Et il n'y aura dans cette action aucun répit et aucune trêve. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Vive la République et vive la France. Bonjour à tous. Donc on va partir sur la FOB pour 4 jours. 4 jours de combat, de défense de FOB. Et ce combat va consister à nous adapter à ce qui va se passer au Mali. Donc je compte sur vous pour être impliqués. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de pouvoir travailler tous ensemble. Donc profitez de cette séquence de 4 jours pour vous mettre à fond, en toute humilité, et gardez le sourire tout le long. Et c'est comme ça que vous serez une belle unité et qu'on gagnera en cohésion tactique et en cohésion entre nous. Suite aux attentats, des milliers de jeunes ont rejoint l'armée. Par sens du devoir, goût de l'action ou par soif d'aventure, ils se sont engagés sachant qu'ils seraient un jour ou l'autre envoyés en opération extérieure. C'est certain que les attentats, ça a forcément pesé dans mon choix de m'engager. Parce que j'étais pas issu d'un milieu militaire, enfin, j'avais aucun militaire dans ma famille. Pour moi, il n'y a personne là, il y a un peloton là, et il y en a un autre qui sera là-bas. Je sais que j'ai une grosse responsabilité, puisqu'on part à 24, et que je ne conçois pas de ne pas revenir à 24. Ce sont des jeunes qui ont entre 1 an et demi et 2 ans de service. Donc pour eux, comme pour moi, ça va être la première expérience des opérations extérieures. Et on va à la chasse là! Dans 6 mois, certains seront au cœur du Sahara. Ils rejoindront l'opération Barkhane qui s'étend sur 5 pays africains. Déjà tous formés aux bases du métier de soldat, ils vont se préparer durant une semaine, nuit et jour, à ce qui les attend en Afrique. Des exercices tous imaginés à partir d'expériences réelles vécues par les unités qui reviennent de cette opération extérieure. Pas top, pas top. Lolo, est-ce que tu peux envoyer un mec de ma patrouille ramener JMLR et OB s'il te plaît? Parce qu'apparemment c'est les optiques perso qu'il faut prendre sur les postes. Merci. Bon bah... C'est le plus jeune de mes chefs de patrouille. Il arrive en même temps que moi à l'escadron. Et l'OPEX, lui aussi, ça va lui faire du bien. Enfin, ça va lui faire gagner en confiance en lui-même. Parce que je pense que ça manque un petit peu.
Donc, et ça va lui donner en légitimité. Voilà. Parce que tant que t'as pas fait d'OPEX, quelque part, il y a ce truc de la première fois, le premier départ. Et une fois que t'as passé ce cap-là, ça, c'est pas juste le fait que cocher une croix, c'est que tu gagnes en expérience et puis tu apprends sur toi-même aussi. On a un personnel à pied. Il y a le berger qui prend des photos là, de la FOB. Lorsqu'ils seront au Mali, les hommes du peloton Charlie devront monter la garde dans le poste avancé qu'ils occuperont. Pour cela, ils doivent pouvoir réagir à toute situation, tout comportement suspect autour de leur base et savoir prendre les bonnes décisions. Il est derrière les broussailles là-bas. Tu peux la bouger la Mac 58 là ou pas? Oui. J'avais toujours cette idée de l'engagement. Je voulais toujours servir un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait un master en rapport avec la solidarité, coopération et solidarité internationale. Je voulais faire un travail où j'avais l'impression de servir quelque chose de plus grand que moi en fait. Que ce soit finalement dans les ONG ou à l'armée, on sert des intérêts qui sont plus grands que nos personnes. Mais on sait qu'en agissant comme ça peut que servir la collectivité. À Tango 5, Simon Gay, vous avez un délai pour déclenchement QRF puisque le personnel est en train de rebrousser chemin à parler. Tant qu'il n'y a pas d'hostilité apparente envers nous, les règles d'engagement sont claires, on ne peut pas lui tirer dessus. Donc on se met en place, on rencontre et on attend les consignes, et puis ça vient pas. Et la raison pour laquelle on n'a pas eu l'ordre de tirer et pourquoi j'ai pas eu de consigne à ce moment-là, c'est parce que justement il y avait un gros bazar à l'intérieur. En opération, tout peut arriver, surtout lorsqu'on manipule des munitions et des explosifs. Le but de cet accident simulé, c'est de tester la réaction des personnels. J'ai perdu mon œil. Faut l'évacuer là-bas. Il passe un écart. Tu les bandes l'œil. Ouais. Oh. Voilà. Ok. Ça va pas? C'est bon? Je vais te bander l'œil, d'accord? Après, je te mets de la morphine. Ok? T'as raison. C'est pas une question de sens. Enfin, je sais pas comment moi expliquer mon choix, moi personnellement, ma vision des choses à moi. C'est un devoir, je sais pas, pour tout homme, l'armée, enfin, défendre son pays, sa patrie, sa famille, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Ouais, pour moi, c'est un devoir. Hop, c'est bon! Tu peux marcher? Appuie. Je peux marcher ou pas? Lève-toi et marche. Ok. Tu l'emmènes à l'infirmerie? Voilà, ça marche. Appuie-toi, moi. Donc j'ai fait mon BEP cuisine pendant 2 ans. Après j'ai fait mon bac pro aussi pendant 3 ans, j'ai eu mon bac. Après j'ai travaillé pendant 1 an en cuisine. Et du jour au lendemain, je sais pas, je me suis réveillé, je me suis regardé dans la glace, je me suis regardé mal coiffé, mal rasé. Ça me plaisait pas en fait. Et c'est là, j'ai eu un déclic en fait. Et le soir même, je suis parti directement au CIRFA pour faire les démarches pour m'engager. Et allez, 4 mois après, je commençais mes classes et c'était parti quoi. Allez, face à moi, vous rassemblez. Je vais juste faire un rappel. Quand vous arrivez sur une zone comme ça, où il y a eu un accident, le premier qui arrive, qui que ce soit, il fait une reco du 6, il passe sur tout le site, il se précipite pas sur le premier blessé, il s'assure bien de voir tout le monde. Et en plus, c'est utile pourquoi? Parce que du coup, on va apporter des soins aux mecs qui en ont le plus besoin. Déjà, il va faire un tri, lui. Ensuite, une fois que c'est fait, il faut trouver une radio et faire un compte-rendu. S'il n'y a pas de radio, eh ben, si vous chopez un deuxième mec, et il court, voilà, il va rendre compte. On regroupe les blessés et après, on les extrait vers le poste médical. OK? En gros, je fais le bilan de ce qu'il y a, je rends compte, et après, je commence à m'occuper des blessés, à les regrouper. OK? Allez, au bâtiment. Le peloton Charlie est un PRI, un peloton de reconnaissance et d'investigation. Toujours devant, sa mission est d'éclairer, reconnaître et surtout renseigner.
Une patrouille de reconnaissance et d'investigation, c'est comme un chien de chasse. Ça cherche, donc ça éclaire, ça reconnaît, et ça trouve parfois. Et parfois, ça trouve tellement bien que c'est pris à partie ou ça saute sur un IED. Tu vois en bas du bosquet, il y a un petit point blanc. Ouais. C'est un mec quand j'ai là-bas. Il n'a pas d'arme sur lui pour l'instant. C'est le seul mec qu'il y a dans le village. Donc t'as fini ta clope, on dit qu'on se relaie avec eux là, avec 13. Bah, j'étais dans la climatisation. Après j'ai arrêté la clim pour être animateur. Et quand j'ai fini mon contrat d'animateur, bah, directement je me suis engagé. Pour moi c'était pas pour tout le monde l'armée. On pouvait pas y aller directement. Enfin, c'est pas tout le monde qui pouvait rentrer à l'armée comme ça. Je savais pas que c'était ouvert en fait. Tu me montres, tu me montres. Je pensais qu'il fallait passer des diplômes et tout, etc. Que c'était plutôt sélectif, qu'on avait plutôt sélectionné et que ça passerait pas. Mais en fait, si. On apprend à être autonome. On a des responsabilités et on ne juge pas. On nous juge pas du tout. Genre, on va nous juger par rapport à notre travail. Bah, ici, on est tout le temps ensemble et on galère ensemble et tout. Enfin, quand je dis galérer, c'est qu'on fait des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et on les fait ensemble et on arrive à rigoler malgré tout. Et du coup, ça passe mieux. Alors qu'avant, dans le quartier, tu fais un truc, ça te plaît pas, bah, je rentre chez moi ou je le fais pas, et puis voilà. Alors que là, on n'a pas le choix. Donc il faut le faire. Et une fois qu'on le fait, bah, on est content. Plus en plus de place. Le peloton, il faut savoir qu'il est assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes, donc c'est leur première mission. Sachant que le Mali, c'est pas un théâtre assez facile, que les conditions de vie sont très rustiques. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer là-bas, donc il y a une petite appréhension. Et heureusement qu'il y en a une d'ailleurs, parce que si tout le monde y allait en rigolant, c'est la colonie de vacances, ça pourrait pas le faire. Donc oui, il y a une appréhension. Et de ma part, il y en a une quand même. Parce que c'est ma première fois que je suis adjoint de patrouille. J'ai pas mal de responsabilités. Et il faut toujours se mettre en question. Donc ouais, je travaille pour et j'ai des petits doutes, je suis un peu stressé, mais ça va le faire. Bah, celui qui dit qu'il n'a pas une appréhension quand même de partir pour sa première, c'est un menteur, je pense. Moi, j'appréhende plutôt sainement, parce que c'est la consécration de tout ce pour quoi on s'entraîne aussi, quoi. Ce qu'on a envie, c'est de partir, pour savoir si on va pouvoir faire le taf, en fait. Parce qu'on ne sait jamais, hein. On peut s'entraîner 10 ans, hein, tant qu'on n'est pas parti, on ne sait pas si on fera le taf. Derrière nous. Ils commencent à comprendre vers quoi on se dirige. L'OPEX, pour eux, c'était quelque chose, enfin surtout les plus jeunes, c'était un peu dans un brouillard, quoi. C'était des trucs un peu mythiques, ouais, repartir en OPEX et tout. Et là, ça commence vraiment à prendre du sens parce qu'ils comprennent que ce qu'on a fait ici, c'est vraiment, pour le coup, ce qu'on va faire là-bas. Chef, pour la garde, casque frag. Non, c'est casque. Attention, il faut qu'il soit deux de toute façon. C'est la fin de la journée. Comme ils le feront au Mali, les hommes ont disposé leurs véhicules blindés de manière à former une base temporaire pour la nuit. Les tours de garde s'organisent avant de passer à la journée d'exercice suivante. 4 heures. Ah, attends. De 3h30 à 4h30. C'est pas et demi, c'est que 3h à 4h. Moi pas alors. Au pire, tu mets 4 heures à 5 heures. Ouais. 4-5 heures. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Moi, j'ai arrêté l'école jeune, parcours scolaire chaotique. Je traînais, je faisais semblant d'aller à l'école, parce que mes parents pensaient que j'allais à l'école. Je me levais le matin, je prenais mon sac. J'allais jouer au foot toute la journée, je traînais. C'est quoi, c'est des créneaux d'une heure que t'as fait quoi? Je suis venu trouver des bases ici, des principes que j'avais pas forcément. Mon père aussi nous a inculqué la solidarité entre frangins, ne jamais laisser quelqu'un derrière. Et du coup, j'étais revenu chercher ça à l'armée, je l'ai retrouvé. Et ça me plaît, c'est ça qui me plaît le plus à l'armée, c'est l'esprit de groupe. C'est ne jamais laisser un camarade derrière. Et nous, François? Normalement, t'en as 2, 4, 6, 8, 10. Dans les quartiers, dès le plus jeune âge, ils ont cet esprit de cohésion, de camaraderie, quoi, de solidarité. Le fait d'être scolarisé, défavorisé, catalogué même par les centres-villes. Justement, quand je jouais, moi avec mes amis, on allait au centre-ville ou même dans la ville d'à côté pour aller dans la fête, la police arrêtait tout le monde. Non, vous allez où? Vous venez pas, vous restez chez vous, vous n'avez pas le droit de venir. Ah, pourquoi? Ah, c'est pas fait pour vous.
Et pourtant, les mecs du quartier, à l'armée, c'est eux qui font les meilleurs soldats, quoi. Parce que dès le plus jeune âge, comme je te disais, ils ont cet esprit-là de camaraderie, de cohésion, de partage, de se dépasser, de se sacrifier même. 6 heures. Les hommes ont reçu pour mission de reconnaître une route. J'ai ma patrouille de tête qui entame sa progression. Le terrain est difficile parce que on a une piste qui descend entre les bois. À droite, donc un bois assez dense, pas de possibilité de s'infiltrer. Et à gauche, une pente qui fait qu'on est vraiment canalisé sur la piste. Donc je laisse ma patrouille de tête filer. Et il ne détecte pas l'IED, le premier véhicule de tête saute sur l'IED. Ça a pété devant. 10. Mon véhicule de tête a sauté sur un IED, j'ai 2 blessés à l'intérieur. Quand il y a un IED, on part du principe, comme pour n'importe quel obstacle, qu'il est forcément valorisé. Parce que si je suis l'ennemi, que j'ai un nombre de moyens limité, quand je pose un IED ou quand je mets en œuvre un obstacle, je le valorise. Je me contente pas je sacrifie pas des moyens qui sont aussi précieux juste pour faire sauter peut-être un véhicule. Tu fais reculer tout le monde et après on fait lever de chèque pour aller les chercher. Ok, on va reculer, faut faire reculer les Maliens, on va reculer tout le dispo à 300 mètres minimum. Pour avoir un périmètre de sécurité, on avancera en V-check, faut faire reculer tout le monde. Ils ont tapé mon véhicule de tête, mais vu qu'après il avait placé un endroit judicieux, toute ma colonne était bloquée et donc ils l'ont valorisé. Ce qu'on ferait à nous en fait, à leur place. Passe 11h, vu. Êtes-vous en mesure de faire manœuvrer une patrouille afin de se diriger vers l'endroit où ont été tirés? Pilote, la 7, tu la mets dans la direction dangereuse là. Ça tire plus là? Là-bas, on passe 11h40, impact armé. Je fais débarquer mon groupe 13 qui va ratisser la zone nord où se trouve l'ennemi actuellement. Je devrais être en mesure de traiter la menace. Viens avec moi, t'as les trousses débarquées. On part de tir. Par là, viens là, viens là, viens là. On récupère ce qu'ils ont sur eux, on les fouille. Et après on fait le compte rendu. T'as les trans là? Il n'y a personne de notre côté. Il n'y a que 3 morts là. Oui. Avec l'armement, on recense ce qu'il y a. Et pour moi, il y a que il y a quoi? ALI, RPG. ALI, RPG. 3 ALI et RPG. Je vais finir de l'autre côté de la zone. Okay. J'arrive. 30 ici 10. Actuellement, on a ratissé les bois au nord de la piste sur laquelle je me trouvais. Plus de fantassins ennemis vivants détectés. On en a 3 morts avec ALI et RPG. 10, je confirme, 3 morts ennemis. Compte rendu matériel à venir. L'ennemi neutralisé, les démineurs du génie entrent en scène pour sécuriser la piste. Comme les cavaliers du peloton Charlie qui ont réagi avec réalisme à l'embuscade, les démineurs du génie vont jouer l'exercice comme s'ils étaient en conditions réelles. Une demi-heure plus tard, la progression peut reprendre. J'étais grave prêt là en plus. Les gens, quand ils arrivent à l'armée, ils ont une façon d'être qui est différente parce qu'on est tous habillés pareil, on fait tous les mêmes choses. Donc leurs différences sociales et tout, on s'en fout un peu. Moi, je vais pas demander à un mec, t'habites dans quelle maison? Lui, il y en a, et je suis avec eux tous les jours, je sais pas s'ils sont en maison ou dans un appartement, par exemple. Et pourtant, on s'entend très bien. Et on se pose pas ce genre de questions. Pour nous, quand on arrive ici, ça devient futile tout ça. On s'en fout.
il y a des gens que je vois plus que ma propre famille, même plus que ma propre femme. Et on a créé des liens. Au final, je ne pensais pas que je pouvais m'entendre autant faire confiance à un homme à ce point-là, en fait. Et on a très peu d'amis dans le civil, pas beaucoup. Mais à l'armée, on peut faire confiance à presque tout le monde. Parce que ici, je sais que la personne qui est derrière moi, c'est peut-être la personne qui va me sauver la vie. C'est le cas, hein. C'est ce qui se passe en général. La personne qui est derrière là, elle est là pour nous sauver. On doit lui faire confiance quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et là en soi, si t'as un véhicule qui veut forcer, t'as quoi pour l'arrêter? Bah, j'ai le Mac 58 au-dessus. Ouais. Et la deuxième sommation, c'est ouverture du feu, zone létale haute. Surtout s'il accélère et qu'il est pas en warning en fait. De retour à la base, la garde reprend. Le rythme est volontairement intense, les phases de repos souvent entrecoupées par différents exercices. Ici, les hommes ont un aperçu de ce qui les attend au Mali. Sauf que là-bas, il faudra tenir 4 mois. On passe énormément de temps ensemble. Et enfin, je pense que je compte pas mes heures pour eux. donc forcément que... Ouais, on est énormément attachés à eux. Mais la particularité qu'on a, nous, c'est que c'est le combat, finalement. Et au combat, on ne peut pas se permettre d'avoir une quelconque division. Il faut qu'on ait donné du sens et suscité l'adhésion pour pouvoir accomplir les missions. Et pour faire accepter le fait qu'en accomplissant ces missions, eh bien, on puisse en arriver à donner sa vie. Voilà. Alors qu'ils se reposent enfin après une longue nuit de garde, le peloton est en alerte. Un ennemi vient d'être repéré à proximité du camp. Allez, les chefs de pas, attention avec moi. Chef de pas, attention les Tigers, chef de pas, attention. Garde du camp de jour et de nuit, reconnaissance, embuscade et attaque de leur base, les hommes sont là pour se préparer au pire des situations auxquelles ils risquent d'être confrontés au Mali. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi de Il y a un ennemi neutralisé, là il y a un ennemi qui court vers l'entrée de Main Gate. La priorité numéro 1, c'est la sécurité du site. Parce que là, on est sur une FOB, il n'y a pas possibilité de repli. On est attaqué au sein même du foyer. Donc la priorité, ce qu'on fait en premier, c'est la défense de l'emprise. Et malheureusement, les blessés, eh bien, ne s'occupent d'eux que les gens qui ne sont pas affectés à la défense de l'emprise. Et une fois que la situation s'est un peu apaisée, là, on peut prendre des gens qui étaient sur la défense de l'emprise pour s'occuper des blessés. La priorité, c'est le combat. Et c'est pas de s'occuper de son pote qui est par terre. Forcément, c'est compliqué parce qu'au sol, ce sont des mecs avec qui on passe nos journées, qu'on connaît depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et donc forcément, il y a un lien affectif qui fait que c'est difficile de laisser son pote par terre et lui dire, enfin, et l'ignorer parce que c'est ce qui se passe. On n'a pas à rentrer, j'ai dit qu'on attendait à l'entrée les gars. Sinon on est avec n'importe quoi. C'est qui ça? Non, il y a un ordre de priorité pour évacuer. Je n'ai pas demandé d'évacuation encore de personne. C'est cher d'arriver. Ça va aller mon gars, ça va aller. T'inquiète pas, allez. Allez, en priorité dans le bas, allez. Ça va aller, ça va aller. Lui en premier. Descends. Lui en premier. Allez, on marche. On va mettre la brûlure, c'est qui la brûlure? Merde. On n'a pas de... C'est quoi lui? Ma mère, elle a peur. Ouais, elle a peur. Elle connaît pas, elle sait pas ce que c'est. Et pour elle, c'est dans un futur lointain. Alors que ça approche de plus en plus, mais elle se rend pas compte en fait. Elle sait pas. Ce sera la première fois en plus. Je suis le seul de ses enfants qui est pas là la semaine. Donc, nouvelle expérience. La famille, elle se fait plus de soucis parce qu'ils connaissent pas du tout. Ils voient pas notre entraînement, ils savent pas ce qu'on fait, ils connaissent pas les missions, ils savent pas en quoi ça correspond, ils savent pas ce qu'on fait sur le terrain. Pour eux, c'est comme dans les films. On va arriver, tout va bien se passer pendant 2 jours,
Et au bout du 3e jour, ça va être guerre totale, tout le monde va mourir, on va sauver. Mais ils savent pas, ils connaissent pas. Pour eux, IED, ils savent pas ce que c'est. Dès qu'ils entendent le mot bombe, ah ok, c'est une bombe. Mais ils vont pas se dire c'est IED, ils vont pas se dire qu'il y a des formes, enfin, qu'on est formé à détecter les IED ou à ne pas passer dessus ou utiliser des chemins particuliers, ils savent pas tout ça. Tu vas au PMA, ils ont besoin de mecs pour enregistrer les mecs qui arrivent, d'accord? Donc toi tu vas être secrétaire. Le PMA c'est l'attente sanitaire. Tu sais, il y a toujours les blessés. Là tu vois là, avec son endroit l'attente. Là j'ai un peu peur. On essaie de pas trop le montrer, mais j'ai un peu peur parce qu'on a beaucoup de jeunes avec nous. Il y en a beaucoup qui prennent le travail au sérieux, d'autres moins. Du coup, j'ai un peu peur. Ouais. Qui ne montent pas à la garde sérieusement, du coup, bah, on peut se faire attaquer, qui pensent à la copine en France, qui pensent à la maman, parce qu'ils sont jeunes, les nouveaux qui viennent d'arriver. Ils sont un peu fragiles. Du coup, on essaye d'être un peu, nous les brigadiers, on essaie d'être un peu derrière, leur forger un mental, pour que, voilà, ils pensent à autre chose. On part pas là-bas pour 1 ou 2 semaines, on part là-bas pour 4 mois. Et ceux qui ne seront pas prêts physiquement, il faut qu'on en ait le moins possible. Voilà. Parce que ceux-là seront un poids pour le peloton, parce qu'ils ne seront pas aptes de tenir leur emploi dans la durée. Ce seront des fardeaux. Donc ça fait partie de mes axes d'effort jusqu'au départ, de m'assurer qu'ils soient prêts physiquement, et pas seulement techniquement ou moralement. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, je suis pas là pour enculer maman. Donc c'est pas j'ai la bite au ras du sol et je fais ça. 1, 2, 3, 4. Ma mère est forcément inquiète. Hein. Mais après là c'est 4 mois à l'extérieur, donc après j'avais pas de réseau, ne pas pouvoir tenir les familles au courant. Bah, ça inquiète toute ma famille, même mon père, je sais très bien que s'il ne le mettra jamais, il s'inquiète. Ma sœur s'inquiète, ma mère s'inquiète, mais après, pour moi c'est mon travail et j'ai pas signé pour rester en France non plus. Quoi. Je savais très bien que j'allais partir un moment ou l'autre. Les gars, prenez votre flotte aussi, vous aurez dû ramener votre flotte ici là, pour boire un coup, non? Non? Vous avez 10 secondes, 10, 9, 2, 1. Donc je leur fais les binômes, allez, regroupez-vous. Bah, je viens d'une petite commune de 6000 habitants, alors j'habitais près de Nantes, donc ça allait, c'est une grosse ville. Mais après, une fois arrivé à l'armée, ça a changé. J'ai vu des Guyanais, des Guadeloupéens, des Parisiens, des Marseillais, des Bretons, des Normands, des Sudistes, tout ça. Mais franchement, c'est cool, ça prend plein de cultures. Quoi. Mais franchement, au moins, ça ouvre les yeux dans son propre pays. Quoi. Ça permet d'avoir plus de connaissances dans son propre pays. Parce que moi, avant, je connaissais juste Nantes. Hein. On parlait de Paris, de Marseille, c'est le bout du monde, limite. Du coup, en fait, ça rapproche vachement les milieux, je trouve, l'armée. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui peut être très aisé. Il vient à l'armée avec quelqu'un de beaucoup plus modeste, ils sont au même niveau. Il n'y a pas de différence. Par rapport aux civils, c'est ça aussi qui est bien. C'est qu'à l'armée, il n'y a absolument aucune différence. À 1 mois du départ, les hommes du peloton Charlie vont s'entraîner une dernière fois au tir. Fusils d'assaut, grenades, mitrailleuses, ils vont utiliser l'ensemble de leur armement. Et là, tu viens bien droit, tu vas bien droit. Charlie, 5 cibles détruites. Charlie, 6 cibles détruites, 20 munitions restantes. Charlie, 22 cibles détruites, plus de munitions restantes. Allez Charlie, stop sur place. De sécurité. Ok.
Vous pouvez lever s'il vous plaît, Voltan. Ok, si je peux me permettre, Voltan. Le tir, bien, bon épaulé. Le déplacement, peut-être un poil lent, mais bon, bah ça après c'est vous qui gérez. Par contre, évitez de parler pendant que vous tirez. Laissez la phase de tir, de combat, et vous parlerez plus tard. Et ce que vous pouvez faire, c'est peut-être laisser le combiné au pilote. Lorsque vous êtes en position à l'arrêt, vous faites le combat, et lui il répond à la radio. Je pense que c'est mieux, parce que j'avais du mal à être partout. Oui, bah c'est ça, c'est ça. Merci. On se sent jamais à 100% prêt, je pense. Il y a des facteurs qui font qu'on part en confiance, plus ou moins en confiance. On n'est jamais prêt à 100%. On aurait toujours aimé pouvoir s'entraîner un peu plus, pouvoir faire d'autres camps, plus driller les savoir-faire pour être encore plus opérationnel. C'est la finalité de notre entraînement, c'est d'être toujours plus opérationnel. Ok, coup de tac. Prêt, oui, je me sens prêt. J'ai dans tout ce qu'on a pu apprendre et chercher à parfaire pendant ces mois de préparation opérationnelle, mais on aimerait toujours être encore plus prêt, quoi. Encore plus opérationnel. Ça engage assez rapidement. Dès que les objectifs sont levés, ça commence à partir, ça ouvre le feu, ça tombe. J'ai vu beaucoup de cibles tomber, que ce soit à courte distance ou à longue distance. Il y a du dialogue entre le pilote et le tireur. J'entendais le pilote parler, c'est ce qu'il faut. Cohésion entre le chef de bord et le pilote, il faut que ça parle. On se répartit les secteurs, pilote-tireur, et dès que ça se lève, on parle. Donc ne pas parler quand il ne faut pas la radio. Vous êtes au combat, vous êtes au combat. Donc on parle par la radio, on détruit, on tire, on tire, on tire, on tire. Et quand il y a une accalmie, je prends le combiné. J'ai oublié de vous dire aussi, vous m'avez fait des comptes rendus munitions. C'est bien, mais ne les faites pas tout le temps. Faites-le en milieu de parcours. Sur Lima 2, Lima 3, à la troisième phase de combat, là on commence à parler sur munitions. Là on dit, ah, il ne me reste plus que 50%, plus que 20%, de façon à ce que le chef de peloton il puisse répartir les objectifs. Et on assure le restant des munitions jusqu'à la fin du combat. D'accord ? Bon, on embarque. Vous connaissez des résultats ? Oui, allez voir les tireurs. En fait, les équipages. En signant, ils se disent bon, ok, peut-être que oui, je serais blessé ou que je mourrais au combat, mais ça reste. Je pense pas qu'ils. Ou plutôt que de dire qu'ils pensent. Je pense qu'ils y pensent, mais que par pudeur, en fait, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Peut-être sûrement à tort, hein, parce qu'il faut le faire comprendre en famille, il faut le faire accepter. Mais c'est un sujet qu'on a du mal à développer et que pourtant il va falloir qu'on aborde, que je sais que je vais devoir aborder avec eux avant qu'on parte. Ok, allez, vous m'écoutez bien. Ici on est sur GM02. Vous allez faire un tir d'une grenade. Donc c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a 2 pas de tir de ce type-là en France. Vous allez venir là-bas, vous allez voir un instructeur, il va vous donner une grenade. Vous avez 3 alvéoles. On va vous désigner l'alvéole. Vous mettez au bord de l'alvéole, vous dégoupillez, vous lancez, vous remettez derrière le mur, vous baissez votre tête. Parce qu'il y a le mur du couloir, d'accord ? Quand ça explose, il y a des éclats qui reviennent. Ça explose, vous avez votre goupille, on sort du couloir, on fait le tour par ici là, et vous déposez la goupille dans la boîte. Et terminé. Ok ? C'est quoi la différence ? On passera dans l'ordre la com 11, 12, 13. Okay. Donc les tireurs de la com, ils peuvent déjà se préparer. Jusqu'à présent, les hommes avaient lancé des grenades en milieu ouvert. Ici, ils vont découvrir l'effet de souffle d'une grenade offensive en milieu confiné. Objectif, savoir se protéger au mieux d'éventuelles projections s'ils devaient utiliser cette technique au Mali pour pénétrer dans un bâtiment. Mettez les mains comme ça. Là, c'est chacun sa gueule, hein, mais là, c'est le cas de le dire. Mais non, protégez-vous. Pour dégoupiller l'annulaire, j'insère l'annulaire. J'ai fait qu'un quart de tour, je tire.
Ah, le capitaine, elle vient le 2. Ah oui, elle vient le 2. C'est bien de faire ça une fois pour se rendre compte de ce que ça ferait si on le faisait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous imaginez que vous devez rentrer derrière et envoyer le steak. Ouais. Et le général Lecointre, qui était à Sarajevo, sur le pont de Verbania, qui est rentré pour libérer les otages français. La petite anecdote, c'est qu'il est rentré avec la grenade. Dans le stress du combat, il s'est faufilé dedans, il a rafalé, puis il a refait le blast. Vous imaginez? Ouais, parce que déjà sur le côté, ça secoue. Ça secoue, hein. La brume se dissipe sur ce personnage. T'as pas vu la photo? Les tirs sont terminés. C'est le moment pour les hommes de souffler et surtout de se reconnecter aux réseaux sociaux sans lesquels ils vont devoir apprendre à vivre au Mali. Là-bas, ils devront supporter la promiscuité prolongée, la chaleur, la tension. Et pour vivre mieux cette mission, ils vont devoir rester soudés, comme ils l'ont été au cours de tous leurs entraînements. Au début, j'appréhendais. Normal, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre au final. Au final, on signe les papiers, puis après on prend le train, c'est direction une ville qu'on ne connaît pas. Donc, et après, on monte dans un bus avec des gens qu'on ne connaît pas. En fait, on ne connaît personne, quoi. C'est limite, on est perdu. Donc, puis après, très vite, ça se fait. Déjà, ça se fait au premier terrain. Ça va à qui on va être, à qui on va être dans le trou de combat. Du coup, quand on est 2 heures avec quelqu'un dans un trou de combat qui fait froid, qui pleut, qui n'a rien à surveiller, du coup, on n'a rien à faire d'autre que parler, quoi. Du coup, on apprend à découvrir des gens comme ça. Donc au final, la camaraderie pour moi est vite arrivée. Il n'y a pas eu de soucis. Mon école maternelle, mon école primaire, mon collège, mon lycée, ils étaient tous dans mon quartier. Donc je bougeais pas vraiment au-delà puisque ma maison était là et mon école était là à chaque fois. Donc je voyais tout le temps les mêmes personnes, tout le temps. Il n'y a pas trop de mixité, pas beaucoup. Et là, des gens de partout. On se comprend sans parler, on vit ensemble, on est en harmonie. Donc ouais, on peut dire que c'est une famille, on est tout le temps ensemble. On dort ensemble, on mange ensemble, on se douche ensemble, on subit ensemble, on pète les plombs ensemble aussi. La fin de l'entraînement approche. Après des semaines de préparation physique, d'exercices tactiques ou de tir, ils sont quasiment prêts. Et pour parfaire leur entraînement, ils vont apprendre une technique de combat à pied, le combat en milieu urbain. La section d'infanterie, et qui va vous faire une petite démonstration de combat urbain, très simple, sur je progresse dans une rue, je passe des ouvertures, je rentre dans une pièce. Le but, c'est que vous voyez à peu près comment on travaille l'infanterie et que vous sachiez, comme nous, c'est pas notre cœur de métier de faire du combat débarqué, que vous ayez la capacité à aborder correctement un bâtiment, un petit village, un compound, n'importe quoi, pour pouvoir ne pas faire de conneries. Voilà. Donc, ouverture d'angle. Je vais chercher le plus à l'intérieur, je fais un arc de cercle tout autour de la porte pour regarder au plus loin. Je regarde si c'est clair à l'intérieur ou pas. Ah ok, prêt, sous la droite, ok. Voilà. Ok. J'espère. J'espère, ok, vous ressortez. Ah, je sors. Je sors. Oh, je sors. Sur le terrain, c'est vraiment un plaisir parce qu'on est avec eux au quotidien et on peut vraiment aller dans le fond des choses, travailler vraiment sur notre métier, notre cœur de métier. Et c'est là qu'on s'épanouit le plus et qu'on apprend vraiment à les connaître tous, un par un, et qu'on passe du temps avec eux. Et ça, c'est vraiment super. Quand on est chef de peloton, l'humain, c'est vraiment
c'est la clé de tout. Voilà. C'est vraiment ce qui garantit le succès ou l'échec. C'est pour ça que je suis payé, pour connaître mes hommes. Et pour réussir à les emmener, là où il faudra et à accomplir les missions qu'il faudra. Donc là, il fait l'ouverture, l'arc de cercle, avec les pieds au minimum avec largeur d'épaule. Donc il finit l'ouverture. Le dernier coup de tête pour voir au fond de la pièce. Il faut vraiment bien analyser. En fait, le point clé, c'est vraiment le fait que le canon il est sur un axe. Le canon il est sur un axe. Toujours, le canon est toujours sur le même axe. En fait, mon arme reste toujours sur le même axe. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous invite à commencer en... On va faire patrouille, pas patrouille, binôme sur binôme. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais au sens où quand tu vas rentrer dans la pièce, quand les deux te disent qu'ils sont prêts, c'est toi qui décides quand on va envoyer le top départ. C'est pas le 1. Si le 1 décide quand envoyer le top départ, c'est-à-dire qu'il fait le premier pas, il prend déjà un pas d'avance sur le 2 et il prend 2 pas d'avance sur toi. Donc en fait, l'impulsion elle vient de l'arrière. Un près, 2 près, et là ça part. D'accord ? Si tu le laisses partir en premier, il rentre tout seul et là, à 1, ça a un rapport de force quasi. Là c'est échec direct. Ok ? Ok. Sinon après c'est bien. On va le refaire. On le refait? Dans le civil, on se parle souvent par intérêt. Si tu peux m'apporter ça, bah ok, tu vas être mon pote. Si tu peux rien m'apporter, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Alors qu'ici, bah, au final, on peut tous apporter et rien, et on est comme les 5 doigts d'une main, on est soudés. Pour leur dernier jour d'exercice avant le départ au Mali, les hommes du peloton Charlie se préparent à une épreuve collective, le parcours d'obstacles. Quand on est arrivé là-bas, il y avait une section de l'infanterie qui y était et qui avait battu tous les records du parcours d'obstacles. Et nous, en tant que bons militaires, il y a un record à faire en temps. On s'est dit on va faire une équipe type. Donc là, tous les mecs qui sont sur les rangs, là, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Le groupe qui venait de partir, ils ont terminé 2 minutes, 3 minutes avant qu'on devait commencer. Allez, on fait vite fait le bassin. Et comme ça, on s'est échauffé vite fait. On est parti, tout se passe bien. On avance, on avance. Les obstacles, on les franchit sans problème. On allait faire un très bon temps et je pense qu'on les aurait battus. Allez, allez, allez. Mettez du côté. On va bien jusque là. Ok. Allez. Mais bon, une fois arrivé sur les bouts de bois là, bah, je fonce. Le lieutenant qui tombe devant moi, bon, il a rien, ça va, il revient, il recommence. Je passe derrière le lieutenant, je perds l'équilibre. Et là, je glisse sur la cheville, chute de 1 mètre et ça pardonne pas. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé. 3 semaines d'arrêt à 1 mois avant le départ. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et puis après, les gens qui parlent, on ne sait pas ce qu'il a. Peut-être que c'est une fracture, peut-être que l'entorse, ça mettra beaucoup de temps. Comme on part dans 1 mois, ils se disent, ouais, peut-être qu'on va changer de tireur. Non, c'est pas possible. Et puis, je vais te mettre une petite attelle. Et puis, Allez, 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 c'est bien l'équipe. Faites gaffe. On va laisser Quel obstacle qu'il a? Celle-là, c'est la poutre. Ah, mais on lui a dit, mais toi aussi, fais comme ça. Mais il est chuté, puis voilà, entorse.
c'est certain que forcément les attentats, ça leur fait prendre conscience qu'en s'engageant, ils peuvent contribuer à changer les choses à leur échelle. Et donc forcément, ça a une influence sur leur souhait de s'engager. C'est pas vrai pour tous. Certains sont pas indifférents, mais ne s'engagent pas pour ça en tout cas. Mais il y en a une partie qui très certainement vient pour ça. Parce qu'elle a été touchée par les attentats et qu'elle souhaite changer les choses. Elle souhaite s'opposer à ça. Ah bah c'est pas, vous commencez à pleurer et tout après. Hein. Vous êtes bien reconnu au niveau de l'État? Enfin, apprécier de la population? Ouais, apprécier de la population. Enfin, je sais pas. C'est quoi avec l'opération Sentinelle qui se passe en ce moment, les attentats? Ça nous a beaucoup rapprochés de la population. Après, tu te sens utile parce que voilà, tu te dis, ouais, il se passe un truc, je pourrais intervenir, je suis en mieux de faire quelque chose. Ouais. Tu es où déjà? Soit au Niger, soit au Mali, enfin. Je sais pas encore. Ils savent pas encore, ça change tous les jours. Ouais. Faire du contrôle de zone, tu vas surveiller des axes, des pistes, des endroits, et voilà. Se balader un peu, faire des rondes, un peu comme la police fait ici, mais complètement différent en fait. Mais ailleurs. Ouais, voilà, dans un autre pays. Ils sont jeunes, on l'est tous, au final. On l'est tous, puisque pour la plupart d'entre eux, dans ma patrouille, tous en fait, ça va être leur premier OPEX. Ce sera tous leur premier OPEX. Comment il s'appelait? Toi, tu pars serein quand même? Serein, non. On part pas serein en Mali. On part pas serein en Mali, on part pas au Club Med. Hein. On part pas, ouais, non. Il y a toujours une appréhension, mais surtout quand c'est la première. Mais c'est une saine appréhension, on va dire. Et donc pendant 4 mois, là, tu rentres pas du tout? Ah non, non, je rentre pas pendant 4 mois. C'est que c'est mauvais. C'est pas bon signe. Ouais, c'est ça en fait, c'est les nouvelles. Il faut vraiment continuer à gérer, voilà, comme si de rien n'était, et de toute façon. Et quand vous avez des nouvelles, c'est chouette, on a eu des nouvelles. Au nom de la loi, nous déclarons Liana et Jordan unis par le mariage. Quand même. Nous, même si on vient d'une cité, même si on est noir, même si on est arabe, on aime quand même la France, on défend ses intérêts, ses valeurs. Parce que quand on va dans des pays, des fois, on voit que on n'aura jamais, dans des pays, on n'a même pas le quart de ce qu'on a en France. Des écoles gratuites à 20 mètres de chez nous, on a la sécurité sociale, on mange à notre faim, on boit à notre faim, on manque de rien en France. On peut pas détester un pays comme ça, je pense. Le pays te donne tout pour réussir. Après, c'est toi ce que t'en fais, en fait. Ben, quelque part, je pense que les jeunes qui viennent chez nous, et j'en fais peut-être partie, ils ont besoin de repères et de valeurs qu'on ne trouve plus forcément dans la société actuelle. Et ouais, je pense que c'est aussi lié à ça. C'est que la volonté de s'engager, de servir, c'est une volonté de renouer avec des valeurs profondes qu'on ne retrouve plus forcément dans le reste de la société. Parce que finalement, au début, on s'engage pour son pays, mais finalement, dans les faits, en OPEX, on sert le mec à côté de soi et c'est pour lui qu'on tient bon et qu'on fait ce qu'il y a à faire. Voilà. C'est pour ce que je le ferai pour les 23 mecs qui seront avec moi au quotidien. Suite aux attentats, des milliers de jeunes ont décidé de rejoindre l'armée. Par sens du devoir, goût de l'aventure ou besoin d'action, ils ont décidé de s'engager, sachant qu'ils seraient, un jour ou l'autre, envoyés en opération extérieure. Ok. 97. Depuis 2013, c'est dans le Sahel et le Sahara que la majorité des soldats français sont envoyés pour combattre des groupes terroristes. Et au moment où ces hommes débarquent au Niger, deux groupes sont très actifs. Le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, est dirigé par Iyad Aggali, et l'EIGS, État islamique au Grand Sahara, un groupe affilié à Daesh, est dirigé par Abou Walid Sahraoui.
Pour la majorité des hommes du peloton Charlie, cette projection sur un théâtre de guerre est une première. Après avoir rejoint les rangs de l'armée française il y a seulement 1 an pour les plus jeunes, ils vont découvrir une réalité qu'ils avaient jusqu'à présent seulement imaginée. Un peu long, parce que moi vu que l'avion j'aime pas trop ça, donc très long. En gros c'est la première fois que je fais une relève où on prend autant de véhicules différents. On a pris l'Airbus de Roissy, on a atterri à Niamey, hop, on a récupéré un autre avion américain pour nous emmener à Gao. De Gao on récupère un truc de l'ONU pour nous emmener à Kidal. C'est la première fois que je fais autant de trajets en fait. Au début, on se rend pas trop compte qu'on va partir pendant 4 mois. Même là, en ce moment, là, je me rends pas compte que ça va durer 4 mois. Ouais, le départ en avion, comme d'hab, hein, c'est pas la première fois que je prends l'avion, donc ça a été encore. Et quand on a pris l'hélico, c'est là que la vraie chaleur, elle a commencé à arriver. Et là, c'était ouais, c'était étouffant un peu. C'est dire, on va sortir, on va avoir un peu d'air frais. Quand ils ont ouvert la porte, et ben, l'air qui est rentré, c'était que de l'air chaud. Et là, on s'est dit, mais ça va être comme ça pendant 4 mois, ça va être incroyable. Impressionnant, hein, la logistique, dans l'ordre des véhicules qu'on a utilisés. Ça a fait vraiment pour moi la bascule, genre monde civil, mission. Et là, bon, voilà, on peut pas faire des véhicules plus spécialisés, quoi. Pour transporter hommes et matériel jusqu'à un des coins les plus isolés de la planète, forcément, ça fait changer complètement le regard sur le voyage. Hein. En soi, le transport a été bien géré, il n'y a pas eu tellement de temps d'attente, étant donné le nombre de transports différents qu'on a pris. Ouais, la réaction des mecs, bon, ils savaient qu'il ferait chaud, donc ils n'ont pas été surpris, voilà. Alors que la plupart des hommes vivent leur première opération extérieure, pour les plus anciens, c'est une redécouverte. Je suis déjà venu ici, il y a 1 an et demi. Il n'y avait rien, il n'y avait vraiment rien. À peine des toilettes. On m'endormait dehors, dans la moustiquaire dehors. Pas de tente, pas de clim, rien du tout. On a fait 1 mois ici et c'était rustique, c'était vraiment dur. Là, on vient, il y a des tentes, il y a la clim. On peut rien demander de mieux. Tom, Chico, t'es avec 13. Avec Momo, là, Merci. Ah, Momo. Momo. Située aux portes de la ville de Kidal, cette base récente de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, a subi de nombreuses attaques. Et régulièrement, elle est ciblée par des tirs d'obus de mortier ou de roquettes artisanales appelées Chicom. Des attaques auxquelles les artilleurs français répliquent en visant les zones d'où viennent ces tirs ennemis. Sans véhicule, sans armes collectives et sans munitions, les hommes du peloton Charlie vont récupérer tout leur matériel auprès des hommes qu'ils relèvent. Une étape clé où l'ensemble des consignes sont transmises aux unités fraîchement débarquées. On voit qu'ils ont quand même un grand sourire quand on arrive, ils sont contents de partir. J'imagine que ce sera comme ça quand nous sommes à partir. Je leur ai demandé comment ça s'était passé, s'il y avait eu des soucis, évidemment si le véhicule avait également eu des soucis, parce que sachant que je suis pilote, si jamais je demande rien et qu'après j'ai une couille derrière, ce sera de ma faute et pas de la sienne, quoi. Il m'a dit que ici que l'entretien des véhicules c'était assez limité. Apparemment c'est à chaque relève au début qui sont vus par les mécanos, parce qu'après pendant tout le long du mandat, avant d'avoir les mécanos, c'est assez long. C'est plus intéressant ici que d'avant. Tu fais beaucoup plus de petites missions. Puis, là, au niveau des perceptions des véhicules et des matériels et même de l'environnement où on vit, c'était sûr et certain que ça allait pas être du neuf. Là, ça va, on est tombé sur une relève. Les mecs, ils ont assuré. Donc, en à peine 1 heure, on a le temps de tout percevoir. Après, c'est nous, de notre côté, mettre tout en branle, ça met beaucoup plus de temps. Je regarde juste les grands points en soi. Après, on n'a pas de diagnostic. Ah bah, c'est normal. Tu vas voir. J'étais pilote 12-7 la dernière en centrale. J'ai eu des bras, je suis revenu comme ça. Ah, tant mieux alors. Honnêtement, je m'attendais à pire.
Honnêtement, je m'attendais à pire parce qu'on sait qu'on est on est sur un théâtre qui consomme beaucoup les hommes, mais aussi les matériels. C'est facile. Enfin, le désert, le sable, ça réduit la durée de vie des machines. C'est le flotteur avant gauche qui a ramassé. Hein. Il était déjà comme ça. Il était déjà comme ça. On fait les niveaux en même temps à peu près. De toute façon, lui là-bas, il est à sec. Ouais. Enfin, vérifier. Finalement, plutôt moi agréablement surpris. Ou alors c'est que j'ai eu de la chance sur mes machines, mais on voit que les mecs ils se débrouillent, c'est beaucoup de débrouille quoi. On bricole des rangements sur les flancs des VBL pour mettre l'eau, pour mettre la bouffe. C'est un peu monté de briquet de broc, mais ça tient. Et les véhicules ils roulent quoi. Vous avez pas de mag. Je vais faire des bandes des caisses de 200. Et par contre, j'en ferai 5 de 200 et une 200. Comme ça, j'en ai une 200 déjà prête sur la mag. C'est au cas où on doit poser à terre. Au moins, il y a déjà une bande dessus. Et 100, c'est déjà pas mal quand même. C'est les nains, ça? Ouais, c'est aussi bon. Pour l'instant, on prend nos marques, on va dire. On n'est pas forcément tous comme on est en France, parce que tout le monde est un peu dépaysé. Le temps de prendre la main et tout, après, ça ira mieux. À gauche, c'est pas clipsé, c'est à gauche. Ah ouais. Pour ma part, je vis ça assez facilement. D'un certain côté, oui, d'un certain côté, non. Du côté oui, c'est parce que en rentrant à l'armée, quand j'ai commencé à bouger à Marseille, Calais, Rouen, en fait, j'ai découvert que j'aime bien bouger. J'aime bien découvrir de nouvelles choses, découvrir vraiment là où j'habitais, quoi. T'avais jamais bougé de chez toi? Non. Avant, comme disait par exemple. Lorsqu'un tir ennemi est repéré et que l'alarme retentit, les hommes ont 20 secondes pour se mettre à l'abri avant qu'une roquette n'atteigne le camp. La première chose, déjà, c'est qu'on allume la radio, des transmissions, et on communique entre nous. Le chef de peloton veut faire le point sur qui est présent dans les véhicules, donc il fait l'appel, et après on attend. Rendez super contact. 11, 4 personnels dans le Victor Bravo Lima. 11, données identité du 4e. Pilote, allègement. 11. 12, 4 personnels dans le Victor Bravo Lima. Chef de bord, 13 dans les. 12. Les mecs de 13, ils sont où là? Mec de 13? Bah oui. Attends. On arrive à peu près à avoir une situation claire, enfin j'ai une situation claire d'où sont tous mes personnels. Et puis on se rend compte au bout de 2 minutes de conduire le véhicule que en fait il m'en manque un. Qui en fait n'a pas été réveillé. Il a laissé des écouteurs sur les oreilles et puis il n'a pas été réveillé. Donc bon, un peu échec. Donc c'est pédagogique aussi. Hein. Ça permet de rappeler à tout le monde que, 1, on évite de s'endormir avec ses écouteurs, et que surtout 2, le dernier qui part de la chambre, ou en tout cas, quand on sort de sa chambre, on regarde derrière soi si on laisse personne. Il faut qu'ils comprennent d'emblée que là c'est plein d'exercices et que c'est vraiment du concret. Le peloton qu'on a relevé nous a dit, voilà, fin septembre, il y a 13 roquettes qui sont tombées ici. Donc, on ne pouvait pas être plus clair. On savait très bien que ça pouvait arriver. On sait que c'est du concret. Après, dans ces cas-là, t'as pas le temps de te poser trop de questions. T'as l'alarme qui sonne, tu chopes ta frappe, ton arme, ton casque, et puis tu cours à ton véhicule. Tu sais que t'as 20 secondes pour être dans ton véhicule. Après le reste, t'y réfléchis une fois dans le véhicule, mais... Fin d'alerte. C'est en fait une climatisation défectueuse dont l'alarme s'est déclenchée qui est à l'origine de ce branle-bas de combat. Sous tension, les hommes réagissent au moindre bruit suspect.
Tiens, tu prends une gamelle pour le lieutenant et une gamelle pour le chef. Pour l'instant, l'appréhension, j'en ai aucune. Parce que là, j'ai pas du tout le temps de me poser et de réfléchir. On est encore dans toutes les préparations matérielles, les perceptions, l'installation. Les gars, faut manger, hein, c'est bon. Hein. C'est la santé. Hein. Je pense que c'est surtout le fait d'être posé qui permet de se poser des questions, de réfléchir un peu, etc. Là, concrètement, pour l'instant, on n'a pas eu le temps du tout encore. Ils sont occupés. Et ça, c'est une bonne chose parce que les périodes de relève sont toujours des périodes de forte activité. Et c'est très bien parce que, d'une, c'est justifié par la réalisation de la mission qui fait qu'on doit prendre rapidement les matériels en compte. Et en plus, ça leur évite de trop réfléchir et de se poser des questions qui finalement n'auraient pas grand intérêt et ne feraient que leur plomber le moral. Chaque patrouille, chaque jour est de corvées différentes. Donc après, chacun son tour, on fait la nourriture, etc. Il faut que ce soit agréable à venir vivre ici. Si déjà s'ils travaillent ici, c'est une corvée. Et si en plus ils vivent, c'est une corvée, ça va être très très long, 4 mois. La routine commence à s'installer. Hein. On est bien, on n'est pas trop mal. Tous les jours, on améliore la vie de camp. L'ambiance dans laquelle on vit, ça veut dire on essaie de débloquer des chaises à droite à gauche, des tables, des nappes, des filets anti-chaleur, des améliorations pour le camp, pour améliorer le barbecue, tout ce qu'on peut en confort. Nous, dans le carré, on est arrivé, il y avait déjà une relève qui avait amélioré, on va dire, l'espace vie. Mais disons qu'au fur et à mesure, on se débrouille, quoi. Après, la bouffe, c'est mieux que ce que moi j'imaginais. Les gens font à manger, chaque jour c'est différent, les gens qui font à manger sont différents et on mange tous ensemble. Donc c'est un moment de partage, ouais, c'est important. On a des horaires pour aller chercher la nourriture tous les jours. On pose une petite charrette devant la caisse, et la caisse est là-bas, et ils nous mettent ce qu'il y a. L'huile d'olive est comme ça. Alors qu'est-ce que t'as pris? Sauce soja. Non mais attends, qu'est-ce que t'as pris? Parce que faut que je remette à chaque fois. Sauce soja. Ça, du maïs, et ça, farine, ok. T'as besoin d'un petit sac, je vais te prendre des sauces s'il te plaît. C'est quoi aujourd'hui le repas? C'est kebab pomme rôti. Ah bah c'est très bien, c'est super. Donc on est 99, donc t'hésites pas quoi, sur les doigts. Dans un peloton jeune comme le nôtre, ça apprend aussi la vie en collectivité parce que mine de rien, là c'est vraiment de la vie en collectivité poussée à son extrême. Et ça c'est quelque chose c'est une chose à laquelle les jeunes étaient peu confrontés jusque-là. Donc c'est une très bonne chose. Comme l'ensemble de l'OPEX, c'est une très bonne chose pour eux en termes d'expérience. Je suis convaincu que ça va profondément changer le peloton et qu'il va gagner en maturité d'ici la fin de l'OPEX. Ça, bon, par les fermiers. En fait, nous, la particularité du camp de Kidal, c'est qu'on est déjà dans un camp de la MINUSMA. Et au final, nous, on a un petit camp dans le camp de la MINUSMA. Donc là, la particularité, c'est qu'on a un service de garde qui est assez réduit dans le camp. Donc il y a un mec par poste, il y a 4 postes en tout. Et il y a un élément au poste de filtrage pour l'entrée du camp, en fait, dans le camp de la MINUSMA. C'est eux, la MINUSMA. Ah, la MINUSMA. Alors, si la MINUSMA est en alerte, on sera forcément en alerte. Puisque... On aura notre ciel qui va être aussi. Voilà. Parce que si eux, ils ont une alerte Chicom, il y a de fortes chances qu'on en ait une aussi, quoi. Ouais, c'est pour ça, c'est même sûr à 100% en fait. Les paysages, c'est un peu lunaire, hein, de toute façon. C'est du sable partout, quelques arbres isolés, un peu desséchés. Puis comme le camp est quand même relativement isolé, que Kidal n'est pas juste à côté, on fait un peu seul au monde au milieu du désert, quoi. Ça va qu'on ait un gros camp qui a la MINUSMA tout autour et ça fait de l'activité, avec l'héliport, etc. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez isolé, quoi. La garde longue, pas comme en France.
Là, en France, on sait très bien que forcément le danger est permanent, mais bon, c'est pas le même danger. Ici, la garde à Kidal, le danger peut être maximum parce que, admettons, si le personnel s'endort, si on nous attaque, ça peut être beaucoup plus grave qu'en France. Parce que là, c'est un camp où on est vraiment tous restreints dans un secteur assez limité. Donc il suffit juste qu'un missile tape dedans et ça fait déjà beaucoup plus de dégâts, que ce soit aussi bien personnel que matériel. Donc la garde, c'est pas comme en France. Là, il faut vraiment être au qui-vive tout le temps. Je les sens mieux qu'au début. Au début, il y a à peine un an, j'étais pas trop confiant de partir avec eux. Là maintenant, je les sens plus rassurés, plus je les sens plus concernés dans leur travail. Donc c'est rassurant, ouais. Et ouais, je me sens en sécurité avec eux maintenant. L'explosion est proche et violente. Sans doute une Chicom, ces roquettes artisanales utilisées par les groupes terroristes. Au loin, des tirs d'armes automatiques retentissent alors que les hommes du peloton Charlie se réfugient dans leurs véhicules blindés. Putain, les enculés. Dans l'ordre, rendez compte des personnels que vous avez à bord. Là, vous me citez tous les noms. Verdis SP en cours. Je fais point des personnels qui sont de garde et de ceux qui doivent donc être dans le secteur. Je vous rends compte dès que point prêt. Là, ça fait flipper quand même. Mais attends, encore, c'est pas tombé chez nous. Imagine quand ça tombe à côté de chez toi. Là. Mais du coup, c'est qui qui tirait? C'est l'aménagement. Hein? C'est l'aménagement qui tirait là-bas. Bah non, c'est pas l'aménagement. C'est nous la carte qui tirait là. Ah, c'est les Chicom là. C'est les tirs du Chicom ça. Honnêtement, on est dans les 13. Quoi? Ces enfoirés, ils nous attaquent à les 13. C'est un IED qui aurait claqué. Ah putain. A priori, c'est un IED qui aurait claqué. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des bâtiments là? Ouais, c'est pas loin ça. Les 15, t'as bien vu comme moi, ça a claqué trop haut là. Putain, situation de merde. Donc, tir en cours au cul éclairant, donc de notre position Cette détonation très proche est en fait un tir des artilleurs français. À 800 mètres du camp, un poste avancé de la MINUSMA subit une attaque et l'un des deux véhicules envoyés en renfort a sauté sur une mine. Pour appuyer les soldats pris sous le feu ennemi, les artilleurs français tirent des obus éclairants. Rendus visibles comme en plein jour, les assaillants décrochent. T'as vu les terrains? Ah ouais, les terrains. C'est où? C'est en Afghan, il y a un mec qui est mort dans les chiottes. C'est triste, hein, mais c'est vrai. Il y a un mec qui a été tapé par une Chicom alors qu'il était aux toilettes. Et ça, c'est quand même sacrément moche, quoi. Vous pouvez sortir les abris et retourner dans vos tentes par là. Allez, opérateur reçu, tout le monde doit expliquer la Allez, vous y allez, vous faites votre contrôle PAM. Regardez sur la route, là, s'il n'y a rien, personne n'a rien perdu. Ça leur a mis la haine. Bien la haine. Bah, quand même. Si aussi près du camp, c'est que forcément les mecs qui sont énervés. Sinon ils viendraient pas à 800 mètres du camp. Tu vois, chef, qu'on était là, on rentrait de la case et là on entend boum. Putain, on arrive en même temps, on a 30 secondes qu'on était là. 30 secondes et là on entend boum. Elle était violente celui-là. Bon, moi je l'ai chié quand même. Changer de caleçon là.
On se sent assez impuissant en fait sur les alertes comme ça, les départs de Couchicom ou même... En fait, on est en alerte dans le camp, on sait qu'il peut se passer un truc, on sait pas quoi. Il peut y avoir plein de cas de figure. La plus probable étant les tirs indirects de missiles Chicom. En fait, c'est assez oppressant d'avoir tout le temps Moi, c'est vraiment ce qui me gêne, c'est de me sentir impuissant face à ça en fait. Mon niveau. Ça, c'est assez frustrant parce que on aimerait bien leur mettre sur la tronche aussi, quoi. Les jeunes, ils commencent à vraiment prendre conscience que là, on est au Mali, avec les alertes Chicom qui commencent à s'enchaîner. Là, ils commencent à vraiment se mettre dans le bain et à prendre conscience qu'au final, c'est pas les vacances ici. Rock, 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 ici Charles Unité, parlez. Rock, rock, ici Charles Unité, parlez. C'est un menteur, celui qui dit qu'il a pas peur. On a tous peur, c'est normal. Mais ce qu'il faut, c'est pas être paralysé par la peur. Après, ce qui compte, c'est l'entraînement, la restitution des actes réflexes qu'on s'échine à nous apprendre depuis qu'on est rentré à l'armée, quoi. C'est la fin de la relève. Les hommes du peloton Charlie ont reçu tout leur équipement. Désormais, ils sont opérationnels pour effectuer leur mission hors de la base. La mag elle est montée, vous avez enlevé les cadenas. Silence, silence. Les 19, assis. Silence, les gars, les ordres du chef de peloton. On a les fantassins qui sont sortis là, qui sont sortis juste avant 7h et jusqu'à 9h30. Ils font une patrouille démotorisée au sud de Kidal. Donc le temps qu'ils sont démotorisés, on est en QRF 15 minutes. Voilà. Donc de toute façon, en journée, il n'y a pas de raison qu'on mette plus de 15 minutes, quoi. Dans les faits, quand la QRF est déclenchée, c'est qu'on a besoin de nous. Il y a des mecs dehors qui sont dans la merde. Enfin, le mec qui pense qu'il va pouvoir aller faire son sport ou aller appeler maman à la zone Wi-Fi, il oublie ça tout de suite, quoi. Quand on est en QRF, c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de nous. Donc on sort le plus vite possible. Le nombre de minutes qu'on met, je m'en cogne du moment que ça met moins de 15 minutes. Dans le désert, les conditions climatiques sont quand même assez extrêmes, on va dire. Forcément, il y a des matériels qui ne sont pas prévus pour être soumis aussi longtemps à des conditions climatiques comme celle-là. Donc, on est obligé d'entretenir le matériel. Si on ne prend pas soin de nos équipements et de nos matériels, on le paiera, un jour ou l'autre. Et ça, on en est tous conscients. Est-ce que tous vos mecs, ils sont là, les gars? Personne n'est à la douche, hein? Pour l'instant, je me dis qu'on n'a pas vraiment commencé encore. C'est que de l'installation. Et j'ai envie de voir dans quel état comment je vais vivre le truc. Est-ce que vraiment, dans ma tête, je vais serrer ou est-ce que je vais trouver ça plutôt simple ou est-ce que, je sais pas, je vais craquer ou je sais pas. J'attends de voir mes limites. On va voir ce que ça va donner. Tu manges bien. On commence à voir qui est qui un peu. La fatigue commence à s'installer, les patrouilles commencent à s'enchaîner avec la garde, les prépas d'émission. Donc là, on commence à vraiment savoir qui est qui. Mais là, en ce moment, tous dans le match. Hein. On n'a pas de problème sur ça. La patrouille de l'infanterie en mission dans Kidal annonce être suivie par plusieurs véhicules suspects. Le peloton Charlie se prépare à leur venir en aide. On valide le départ ou pas alors? Faut toujours être prêt. C'est le maître mot ici, de toute façon, c'est l'adaptabilité. Faut être adaptable. Par exemple, on a souvent des missions qui sont montées, où on travaille dessus pendant plusieurs heures. On prépare avec le matériel, et puis au dernier moment, on va nous dire bah non les gars, vous sortez pas quoi.
Donc il faut pas le prendre à cœur, parce que si on le prend à cœur, c'est compliqué à gérer. Et il faut se dire, ok, on me dit de faire quelque chose, je le fais. Si on part, tant mieux, si on part pas, tant pis. Mais on se prépare tout le temps, et on attend. Ouais. Donc pour l'instant, 40, on lui demande d'essayer de bien identifier l'ennemi qu'il a dans Kidal. Le problème, c'est qu'il expliquait que les motos, ça changeait en fait, comme s'il était jalonné par différents petits... voilà. Donc des personnels différents, mais qui le suivent bien en fait. Donc là, forcément, ça a commencé à monter en pression. La question s'est posée, est-ce qu'on déclenche ou pas une QRF malgré que ce soit 5 véhicules? La question, elle se pose encore en fait, au niveau du CO. Vous avez la situation. Maintenant, bah, on attend, en mesure d'être prêt. Mise en place de la veille radio. Donc les mecs, il reste bien... On fait quoi, 10-15 minutes? Combien? 15. 15. Finalement, l'intervention n'aura pas lieu. Pendant 1 heure, les hommes du peloton Charlie vont attendre, prêts à bondir dans leur véhicule. Tous ces changements, ils sont dus à des choix de la part des chefs. Des choix qui sont souvent en réaction à des événements que nous, on ne maîtrise pas forcément, qui prennent en considération beaucoup plus de choses que ce que nous maîtrisons sur le terrain. Et quelque part, on est habitué et formé pour réagir à ça. Même si c'est certain que ça peut devenir lourd à force. Et le vrai risque de ce genre de choses, d'être à chaque fois dans la réaction et de jamais pouvoir anticiper, alors qu'on justement essaie d'anticiper, on court vraiment le risque d'être frustré. Et ça, on peut pas se le permettre, parce que si moi je suis frustré, bah, j'arrive pas à donner du sens pour mes mecs, et ça, c'est pas possible. Le pire après, c'est dans le civil, quand ils te demandent ouais, tu fais quoi à l'armée? Je te dis ça, mon gars, t'es plus crédible. Hein. Ouais, bah je lave mon linge. C'est un choix de vie, ma gueule. La mission annulée, les hommes en profitent pour entretenir leur matériel, faire leur lessive ou se reposer, avant de préparer la journée suivante. Bon, je passe à la présentation de la mission de demain. Mon PRI en tête reconnaît jusqu'à la zone de livraison qui se trouve ici. Donc je vous emmène jusque là-bas, je sécurise la zone, VNP génie, et ensuite livraison. Et on revient et je vous ramène ici. Bah souvent en fait sur le camp de Kidal où on est, on ne peut pas être ravitaillé normalement par la route ou je ne sais quoi en fait. Ça veut dire que souvent les livraisons se font par air. Donc là le peloton a reçu pour la mission de sécuriser la zone de largage en fait, pour que la logistique puisse travailler en totale certitude. Embarquez. Le jour se lève à peine lorsque les hommes du peloton Charlie quittent leur base. La zone de largage qu'ils doivent atteindre est à 3 heures de route. Bah, vu que notre peloton à nous, c'est surtout un PRI, donc on est surtout en reconnaissance. Donc on va reconnaître l'axe, savoir s'il n'est pas piégé. Donc pour ça, on a certaines procédures. Et quand on circule souvent sur la route, on est amené à rencontrer aussi des véhicules. Donc, qui arrivent sur les côtés, de derrière, de face. Personne rentre dans le convoi. Ça peut être un véhicule bélier, un suicide bomber, comme on dit. Il y a des situations aussi qui sont sujettes à risque, qui font qu'on est exposé au risque. Et à ces moments-là, il faut savoir prendre le temps de mettre en place les procédures qui permettent d'éviter les incidents. Bah, si le mec il se fait péter en plein milieu du convoi, on perd un véhicule bêtement.
Moi, en termes de responsabilité, quand je suis en tête, comme n'importe quel autre chef de patrouille, c'est de faire évoluer le convoi le plus en sûreté possible, le plus en sécurité possible. Et là, quand on part sur le largage, on n'a pas vraiment emprunté les pistes. On a créé une nouvelle trace pour que tous les véhicules nous suivent. Et puis ça nous permet, nous aussi, en tête, d'évoluer beaucoup plus sereinement quand on sait qu'on n'emprunte pas des traces déjà existantes. Parce que le premier risque de minage ou d'engin explosif improvisé, c'est sur les pistes déjà existantes. Quand on arrive sur la zone, on fait une sécurisation pour empêcher quiconque de rentrer sur la zone de largage et pour que les intervenants qui viennent récupérer les équipements puissent intervenir justement en toute sécurité. Donc nous, quand c'est comme ça, on vient se mettre en place sur la zone de largage, on prend les délais bien sûr parce qu'on ne s'installe pas en 2 secondes. Donc ça veut dire qu'il y a une partie, on doit vérifier si la position n'est pas piégée. On ne sait jamais quoi. L'ennemi peut toujours piéger nos positions, donc on se met en place, on forme un cordon de sécurité, ça s'appelle. Et là par contre, c'est aucun civil, aucun véhicule qui rentre dans le dispositif. Parce qu'on ne peut pas savoir si les intentions des personnels en fait. On ne peut pas savoir si le mec il vient juste voir qu'est-ce qui se passe, un curieux, ou si vraiment ça peut être une attaque avec un véhicule piégé qui vient et qui fait sauter la log. Donc c'est pour ça que nos cordons sont hermétiques et voilà, comme ça on est sûr et certain que tout se passera au mieux du mieux pour la logistique et puis faire ça dans les plus brefs délais. L'avion il vole très bas, c'est un gros porteur qui transporte pas mal de matériel. On reçu éléments sous blindage, sous blindage. Ils ouvrent la rampe, il y a des mecs qui balancent des palettes avec des parachutes. Et on se met tous à l'abri, parce que là, en l'occurrence, c'est une cargaison un peu sensible, quoi, donc... On a 3 palettes qui sont sorties, 3. Intéressant. On se fait larguer des colis par voie aérienne. Ça peut être de la nourriture, de l'eau, des munitions, ça dépend. Mais ouais, c'est au millimètre près, à la seconde près, j'ai l'impression. Tu vois, parce que le colis, tu jettes une seconde trop tard, le colis, tu le retrouves 200 mètres plus loin, tu vois. Et les mecs, ils sont forts. Fin du largage, on récupère le colis, les personnes désignées pour récupérer récupèrent. Et nous, on se frotte les mains. Si les mecs, c'est des bons, ils nous ont mis un petit peu des petits gâteaux, des petites boissons dans le colis, sinon on récupère les planches en bois pour se faire des sièges. Voilà, des meubles, on récupère tout. Donc dans tous les cas, on gagne. On a entendu sur le réseau radio que ça allait prendre sûrement plus de temps, puisqu'un des véhicules qui était censé transporter le matériel est tombé en panne. Panne sèche. Ce qu'il y a, c'est que les véhicules en France, dès qu'il y a un souci, on sait très bien qu'on peut appeler une dépanneuse, qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a toutes les pièces, qu'on peut le ramener au régiment sans souci. Il y aura toujours quelqu'un pour venir nous chercher, il y aura toujours des pièces de rechange, il n'y a absolument aucun souci pour ça. Le truc, c'est que les Vebel ici, les mécanos nous l'ont dit, tant que la pièce n'est pas HS, on ne la changera pas. Donc en gros, admettons, on est en plein dans le désert. Si la pièce lâche dans le désert, là on l'a dans le cul, quoi. Ah non, il rentrera pas plus. T'as pas un marteau? Donc ils ont essayé de le redémarrer, ça n'a pas marché. Et ils avaient un véhicule pour le remorquer. Sauf qu'en tentant de le remorquer, il s'est ensablé aussi, parce qu'on est au milieu du désert. Donc on se retrouve avec un véhicule de transport au tas et un gros transporteur, pareil, ensablé, quoi. Donc forcément, ça prend des délais. Et, le soleil commence à être haut dans le ciel, on est en plein milieu du désert, ça commence à taper dur. Et il faut désensabler les véhicules. Donc
les mecs s'affairaient à sortir le véhicule du sable pendant que nous, on sécurisait encore la zone. Donc, avec le gilet pare-balles, le casque, l'armement, etc., etc. Forcément, il fait chaud. Au Mali, c'est ce qu'il y a de plus fréquent dans le désert. Sans sabler, sans sabler. Après, voilà, on a des gens qui savent faire, donc ils donnent leurs ordres. On avait le caporal chez la dernière fois, il a donné ses ordres. Il a essayé toutes les méthodes. Ça marchait pas, il a tout essayé et au final, il a trouvé la bonne solution. Il faut prendre sur soi un petit peu et essayer de rigoler, de passer le temps parce que sinon, si on est là tout le temps se dire il fait chaud, il y a du sable, je suis fatigué, il reste encore 120 jours, bah là on va péter un plomb, c'est pas possible. En fait on a une bulle, la bulle c'est la bulle d'ambiance et on traballe la bulle d'ambiance un peu partout et après tout se passe bien. On a une petite étincelle. Gros détour. On doit se pépé là, franchement. T'es mon pépé. En temps normal, quand vous arrivez sur un endroit que vous ne connaissez pas, vous ne suivez pas les traces. En revanche, quand il y a un véhicule de chez nous qui est passé, vous suivez les traces. Parce qu'on ne multiplie pas les chances de taper un IED. Voilà. Donc notre mission à nous, reconnaître un itinéraire en mesure de transmettre des infos importantes sur les planqués dans Kidal et en périphérie. Donc l'ennemi, ça peut consister en des packs isolés ou des petites équipes. Donc la H1, c'est une attaque par tir indirect, mais dans Kidal, ça m'étonnerait. Et la H2, c'est attaque IED mine. Donc là, il y aura un moment dans la mission où on est susceptible d'avoir une menace IED. Donc notre mission à nous, mon je veux, c'est d'avoir reconnu les points clés de Kidal pour 10h30. Pour cette mission de patrouille dans Kidal, qui consistait à reconnaître des points caractéristiques de Kidal, on avait bien préparé la mission, comme on le fera à chaque fois. On a travaillé ce qu'on appelle des canons conformes, des réactions à avoir face à certaines situations. Au début, on disait oui, il y aura seulement une petite zone chaude. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On va juste passer et ressortir comme si rien ne s'était passé, tranquillement. En arrivant sur le théâtre, on a droit à ce qu'on appelle le Kidal Tour. C'est ce qui devait se passer normalement. On devait faire un petit tour de Kidal, voir les lieux caractéristiques, les grandes places publiques, découvrir un petit peu la ville, etc. Et on voit finalement très peu de monde, quelques enfants, rien de particulier à ce moment-là, mis à part le fait que la ville semblait assez déserte, il n'y a pas grand monde. On fait intervenir l'élément génie pour s'assurer que le point de passage est sûr, qu'on peut l'emprunter. Il y a une levée de doute qui doit être mise en place un peu plus haut parce que la patrouille de tête croit apercevoir des câbles électriques sous le sable. Et au final, à partir de ce moment-là, il commence à y avoir pas mal de monde et on commence à nous observer. Et rapidement après, lorsqu'on entame la progression vers Kidal, on rencontre un petit groupe de manifestants, une vingtaine de manifestants. Donc moi, à ce moment-là, je pense seulement à faire vite passer ma colonne. Et je considérais que ça s'arrêterait une fois qu'on aurait passé cet endroit. On a vu juste qu'ils commençaient à vouloir limite se mettre en face de nous. Et c'est là que par contre que la première pierre est partie. Le
le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la progression, mon adjoint me rend compte qu'il est poursuivi par des motos, qui poursuivent les jets de pierre. La situation est tendue là. Bah, déjà pour qu'ils nous caillassent, pour qu'ils nous fassent des... Même au pass, ils nous font des doigts d'honneur, tu vois. Tu fais un signe, tu dis bonjour, ils te répondent un doigt d'honneur. Tu vois, on sait pas si on les dérange ou si on les arrange, tu vois. Les manifestants du début sont sûrement des gens qui sont en partie manipulés ou en tout cas influencés. Après, les personnels à moto et puis dans le pick-up, là je pense que ce sont des gens plus identifiés, des gens qui sont actifs, activistes, hein, qui ont des revendications bien particulières et une volonté de s'opposer fermement à la force Barkhane. Parce que Barkhane, oui, gêne en étant ici, parce qu'elle gêne les trafics sur ce point qui est un carrefour de route et un point très intéressant pour la gestion des trafics. En sortie de la ville, mon adjoint, il a toujours des motos qui le collent. Et là, je donne l'ordre à ma patrouille de tête d'effectuer des tirs de sommation et les motos ne poursuivent pas. Donc ça met fin à la poursuite. Moi, j'étais là, je m'occupais de la zone de vie. Et ils sont arrivés 2 heures en avance. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je suis sorti, j'ai vu l'état des vitres des VBL exploser. Je me suis dit, ah ouais. Là, ils se sont fait bien accueillir comme il faut, là, ça met dans le bain direct. Là, c'est... Là, ils ont tapé le level. Ah ouais, là. Ah ouais, là. Bagdad. C'est les cailloux. Ah non, le caillou, là. Pare-brise là-bas, pare-brise là, pare-brise devant, plus le pare-brise à l'arrière. Ah ouais. Les rétros, j'ai plus de rétro. Ah, ils ont tout pété. Il n'y a pas eu de blessés ni rien. Hein. Et juste pour la première sortie, c'est vrai que ça surprend un petit peu et ça met dans le game, ça met dans le match tout de suite, quoi. Ouais, je m'attendais à ce que ça enchaîne autant parce que finalement, ça enchaîne très souvent comme ça. Donc voilà, je suis pas surpris du tout. Je savais qu'on allait prendre feu. Donc il n'y a aucune surprise de ce point de vue-là. Et je sais que de toute façon, le rythme risque de rester à peu près le même pendant les 4 mois. Et je sais que je vais revenir au moins, on va tous revenir très fatigués de cet OPEX, j'en suis persuadé. L'année dernière, on était rentré dans un village où c'était tendu. C'était tendu, mais là, non, là, je pense que ça va être 4 mois tendu. L'année dernière, il n'y avait que 10 jours sur les 4 mois. Là, ça va être 4 mois de... 4 mois, ça va être tendu, là. C'est au nord du Mali que les hommes du peloton Charlie découvrent pour beaucoup leur première opération extérieure. Ils sont arrivés dans cette base il y a bientôt 1 mois. Et entre la garde du camp, les patrouilles ou encore la protection des convois de ravitaillement, ils n'ont que très peu de temps pour eux et surtout pour leur famille. Pour l'instant, j'ai pas encore appelé ma mère, juste la copine. Ah, les femmes, ça manque. Ah ouais. Après, forcément, je mâche mes mots par contre avec elle. Donc tu dis ouais, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas eu de soucis, c'est tranquille, le matériel va bien, tout se passe bien, et voilà quoi. Comme ça, moi je me dis qu'elle est rassurée, puis après, je préfère qu'elle soit rassurée et qu'elle se pose pas de questions plutôt qu'elle se pose trop de questions et qu'elle commence à stresser à la maison, sachant que je peux pas lui parler ni l'appeler tous les soirs. Manger bien, est-ce qu'il y a assez de manger pour tout le monde? Ouais, c'est un peu la psychose chez les familles, ils connaissent pas, ils savent pas trop. Après, faut pas tout leur dire non plus. Bon, après, on le voit, forcément.
Ils vont le voir, mais faut pas tout leur dire parce que ça inquiète, ça peut aller très vite. Surtout chez les mamans, ça peut aller très vite l'inquiétude. Donc faut peser ce qu'on dit et on y va petit à petit. On vient d'arriver, on va pas tout dire tout de suite. C'est à plus de 3000 km de chez eux que les soldats du peloton Charlie vont fêter Noël et le jour de l'an. Mais avant cela, ils vont partir en opération et quitter cette base dans laquelle ils vivent depuis 1 mois. Leur mission ? Reconnaître une zone où l'État malien n'est plus présent depuis 2013, une zone contrôlée par des groupes armés. C'est un théâtre de guerre ici, hein. Vous savez que ça... On n'allait pas venir que pour bronzer. Hein. On s'est préparé sérieusement en fait. On s'est préparé sérieusement, du coup on arrive ici, on est à l'aise en fait. Comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Très bien, bon alors on a une mission à remplir sur 4 jours, avec les objectifs à remplir sur 4 jours. C'est la raison pour laquelle on va dérouler la première journée et on briefera sur les journées suivantes le soir pour le lendemain. Quelques messages de prévention. S'il devait y avoir un incident IED à bord d'un véhicule, se servir des fumigènes qui sont à l'intérieur des véhicules. Donc fumigène vert, pas de blessés ou blessés vraiment légers. Fumigène rouge, c'est qu'il y a un blessé, on va dire un tant soit peu sérieux. Pas de fumigène, c'est la pire situation, c'est qu'il n'y a plus personne en état de craquer un fumigène. Le gros risque, c'est les IED. Après, nous, on est là. Nous, la patrouille de Rocco, on est là pour trouver des pistes, pour faire passer des convois. Donc, c'est le gros risque pour nous, la Rocco, c'est les IED. Ouais. Les IED, après, il peut y avoir des gâtes en face, tu vois. C'est ça les gros risques. Première sortie les gars, première sortie. Ah, bienvenue au Mali. Alors, la mission chevauchée visait à recueillir du renseignement sur une zone où la force pouvait manquer de renseignements, d'abord sur la praticabilité des axes, ensuite et beaucoup plus important, sur quel groupe tenait la zone. Parce qu'on sait que suite à des accords récents entre groupes armés, les zones d'influence ont évolué et donc la zone dans laquelle on a évolué pour chevaucher a changé de commandement. Ce n'est plus le même groupe armé qui la commande. Et donc notre mission consistait à bien vérifier qu'il y avait eu un changement et à percevoir, à ressentir et à faire remonter la situation sur place. Il y a encore des maisons après, on va aller à la citerne, faire le tour et on va voir après, une citerne en fait on la dépasse, on s'en fout. Depuis 2013, cette immensité désertique est aux mains de plusieurs groupes armés. Les groupes islamistes contre lesquels luttent les soldats français de la force Barkhane, des milices indépendantistes Touareg qui sont en lutte contre la capitale Bamako, et des groupes armés Touareg qui soutiennent Bamako et luttent contre les indépendantistes et les islamistes. Un véritable casse-tête pour les hommes du peloton Charlie qui doivent pouvoir reconnaître rapidement chacun de ces groupes, surtout lorsqu'ils prennent la tête du convoi. Quand on ouvre la voie pour tout le convoi, c'est une sensation assez grisante. Déjà, on est devant tout le monde. Et c'est nous qui donnons le pas, quoi. Qui cherchons l'itinéraire, le meilleur itinéraire pour tout le convoi. Donc c'est à la fois grisant et un peu anxiogène, forcément, parce que tout le monde compte sur nous, il ne faut pas se chibrer. On est obligé d'être très attentif, très vigilant, parce que on est les premiers exposés, donc s'il se passe un truc, c'est pour notre pomme.
donc après le contrôle sommaire du véhicule. Donc un personnel habitant à Kidal. Il est dans la région actuellement pour son bétail. Donc je lui ai dit, comme il remontait, de bien rester à côté, éloigné du convoi. Tout le monde est concentré sur sa tâche, un peu dans sa bulle. Puis les 2-3 premiers kilomètres, on se dit putain, j'espère qu'il n'y a rien sur la route, sans être psycho, hein, mais on se dit voilà, j'espère que ce sera pas pour moi. Puis on est concentré sur la route, sur l'environnement, sur ce qu'il y a autour, sur les gens, sur les véhicules, surtout. En France, on est assez relâché, on est cool, on est tendu parce qu'on sait que, en soi, au régiment, on ne risque pas notre vie. Enfin, on n'est pas dans un contexte opérationnel. Et arrivé sur les théâtres, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, les acteurs FX prennent le relais. Pour moi, c'est du professionnalisme, en fait. C'est-à-dire que les mecs sont pros, ils sont bien formés, ils font ce qu'ils ont à faire, ils le savent. Le milieu est très difficile. Ils usent le matériel de manière beaucoup plus rapide que ce serait le cas en France. Donc forcément, dès qu'on se déplace, il faut du matériel de dépannage donc pour tracter, pour remorquer, et puis également pour effectuer les réparations sur place. Donc forcément, quand on part comme ça, eh bien, ça implique une partie logistique. Et ça, c'est juste la base, c'est juste le prérequis sans lequel on ne peut pas partir en mission. Enfin, on accepte beaucoup plus facilement de prendre des risques quand on sait que derrière, sur le plan mécanique et sur le plan médical, on sera soutenu rapidement si le besoin s'en fait sentir. C'est ce que je cherchais, hein, c'est ce que je voulais, hein, sinon j'aurais pas signé. C'est ça aussi qu'on cherche, hein, c'est à se dépasser, tester ses limites, voir jusqu'où on peut aller dans la fatigue, dans la rusticité. On est dans un des milieux les plus hostiles à l'homme, au milieu du désert. Moi, c'est ce que je cherchais, c'était pas se faire sentinelle, ça c'est sûr. Mais être ici et faire ce qu'on fait, tout ce pour quoi on s'est entraîné, ça prend du sens une fois qu'on est là, quoi. Avant, au final, on réalise pas vraiment. Mais une fois qu'on est là, ça prend du sens. Toujours en tête de convoi, le peloton Charlie doit prendre contact avec la population. Une mission pas toujours évidente dans une zone que les civils ont fui en masse en 2013 et où les rares habitants encore présents ne parlent pas français. Il est passé avant. T'as mâché avant. Oui, oui. On s'est rendu compte en effet en arrivant sur zone qu'il y avait il y avait très peu de population sédentaire. Il y a une réelle insécurité qui est ressentie par les gens, qui est vécue et qui existe, qui est réelle. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve peu de population sédentaire et qu'au contraire les gens viennent juste s'approvisionner en eau au niveau des puits et qu'ils repartent ensuite en fin de journée en brousse, là où finalement ils sont en sécurité parce qu'isolés. C'est également en pleine brousse, au cœur de cette zone tenue par des groupes armés, que les hommes du peloton Charlie s'apprêtent à passer leur première nuit à la Belle Étoile. Ces moments-là, on en profite pour, on va dire, un peu se déconnecter. Donc on retire tout ce qui est treillis, on essaie de se mettre le plus en short, laisser respirer les pieds, parce que les pieds enfermés 24 h sur 24 dans les rangers, c'est pas forcément bon. Pour manger un peu mieux, on va prendre des pâtes, les mélanger avec nos rations, on va se faire plaisir en gros. Et ces moments, c'est important, même s'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on souffle un petit peu. Et nous, on a juste à prendre la garde, à se reméquer, c'est-à-dire à se remettre en condition. Et voilà. Remise en condition du matériel et du personnel. Parce que les matériels, ils prennent, mais les hommes aussi, il faut apprendre à être éduré dans la mission, à bien se ménager, à bien manger, à bien dormir,
prendre soin de soi. C'est avoir des petits rituels qui permettent de tenir dans la mission et dans la durée surtout. Après 2 jours de progression, le peloton Charlie arrive près du village de Takelout. Un lieu tenu par un groupe armé Touareg, le Gatia, le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés. Né en 2014 pour assurer la défense de cette zone, ce groupe qui a le soutien de la capitale Bamako lutte contre les groupes islamistes et également contre les tribus Touaregs indépendantistes du Nord réunis au sein de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Et il y a un mois, les hommes du Gatia ont essuyé une violente attaque de la CMA et subi de lourdes pertes. Pour faire un point sur la situation dans cette zone, les hommes du peloton Charlie doivent entrer en contact avec un responsable du Gatia. Honnêtement, quand on arrive ici, comme on a eu en plus un départ un peu sur les chapeaux de roue, on a un peu le couteau entre les dents, quoi. On se dit, putain, c'est tous mes ennemis. Et c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Donc il faut être très lucide, très pragmatique. Et donc j'arrive pleine balle avec mes 2 véhicules à hauteur de la ligne de crête. Et voilà, on n'est pas serein, quoi, parce qu'on voit plein de pick-up sur la colline avec des mecs armés. On sait pas trop s'ils sont hostiles ou pas. Il y a le soleil qui se levait dans le dos, donc on voyait pas leur drapeau, on voyait pas à quelle milice ils appartenaient. Finalement, ces hommes sont bien du Gatia. Et en approchant de la zone, les soldats du peloton Charlie découvrent les restes d'un violent combat. On réalise bien où on est, lorsqu'on voit le décor alentour, toutes ces douilles. Donc on n'est pas si surpris que ça. Ça rappelle juste encore une fois, si c'était nécessaire, qu'on n'est pas au pays des bisounours. On est en zone de guerre. Pour moi, c'est le premier contact avec la population locale et surtout avec un groupe armé. Donc j'arrive, je suis un petit peu tendu, quoi. Un petit peu. Et puis surtout, je sais pas comment aborder les gens que j'ai en face de moi parce que je connais pas leur culture, je sais pas quelles sont leurs habitudes. Et rapidement, je comprends, plutôt on me fait comprendre qu'il faut se détendre, qu'il faut prendre le temps de parler avec les gens, d'être ouvert à eux et qu'ensuite, peut-être, si j'arrive à gagner leur confiance, au moins un petit peu, j'aurai des informations qui peuvent être intéressantes. Colonel, vous êtes combien dans la zone du Gatia? On a ici 500. 500 ici dans la zone Takelout. Pour le moment, ici à Takelout, plus de 500. Mais il y a des autres qui sont à Meneka, dans la zone de Meneka, et partout dans les sites. On prend le temps de parler, de faire connaissance, de boire le thé. Et on arrive petit à petit à obtenir des informations intéressantes et même à rencontrer le chef du groupe sur place. Mais j'avais pas mesuré l'importance qu'il pouvait avoir avant vraiment de parler avec lui. Et puis en fait, je me suis rendu compte que dans les derniers accords entre son groupe et un autre groupe majeur de la zone, eh ben, c'est lui qui avait été représentant de son groupe et qui avait apposé sa signature sur le traité qui a été adopté. Donc en fait, c'était quelqu'un, je pense, d'important. Ils ont un problème avec les gens des CMA de Kidal. C'est un problème qui n'a pas réglé jusqu'à présent. Il y a quelques semaines, il y a un mois, il y a eu un affrontement ici, c'était avec la CMA. L'affrontement avec la CMA. Les CMA a attaqué nos éléments ici. Il y a eu un affrontement ici. Et la guerre a été faite ici, et ici, et ici. D'accord. C'est-à-dire que les CMA a attaqué l'un de notre poste ici. Et on a repris ici. Parce que Takelout, c'est l'une des plus grandes bases des plateformes. Ça a été donné depuis. C'est pour cela qu'on n'accepte pas que la CMA va rester ici. C'est pour cela. Bah, humainement, ce qui est super, c'est que je comprends beaucoup mieux la situation sur place. Je comprends beaucoup mieux quelles peuvent être
les jeux d'influence et toutes les conséquences que cela peut avoir derrière. Et ça améliore notre compréhension de la situation. En plus de la lutte qu'ils doivent mener face aux groupes armés terroristes, les hommes du peloton Charlie découvrent la réalité d'un conflit plus complexe qu'il n'y paraît. Pour ici, vous allez chercher l'eau, il n'y a pas d'eau ici. Avec la guerre, d'anciennes rivalités ont refait surface et se règlent désormais entre tribus Touareg à coups de Kalachnikov. Donc on a tendance à croire voilà, que tout le monde nous veut du mal et c'est pas le cas. C'est pas le cas, la majorité des gens sont bienveillants hein, et ils sont toujours prêts à nous aider, donc il faut savoir faire la part des choses. Et, moi j'ai beaucoup apprécié de les rencontrer parce qu'en fait on se rend compte que c'est des gens qui se sont associés pour pouvoir protéger leurs terres, leur famille, leur bétail. Tout ce qu'ils veulent c'est vivre en paix avec leurs traditions, leur culture et qu'on leur foute la paix quoi. Au début tu sais pas trop s'ils sont avec toi ou contre toi, tu vois. Mais on apprend, on échange un peu les cultures, tu vois. Même si on fait pas grand chose, mais dans le regard, dans la façon de parler, tu vois. J'apprends chez eux, ils apprennent chez nous. Et c'est cool. Il y a un mélange de coutumes. Ben, ces gens finalement, ils nous ressemblent parce qu'ils se sont engagés pour... Enfin, ils se sont engagés. Ils portent les armes parce qu'ils veulent défendre leur famille, leur sol et qu'ils y sont profondément attachés. Et je pense qu'il y a un peu la même notion d'engagement chez nous, enfin chez nos jeunes. Je pense qu'il y a vraiment quelque part dans l'engagement d'un jeune, dans son choix de porter les armes, il y a toujours cet attachement à la défense de quelque chose. Alors ça peut être un pays, ça peut être une région, ça peut être une ethnie, mais il y a toujours la volonté de défendre quelque chose. Et on se retrouve un peu dans eux. Surtout que c'est d'autant plus facile qu'on a globalement le même âge. Et on n'a pas forcément les mêmes aspirations, mais en tout cas, on porte les armes à peu près pour les mêmes raisons. C'est la fin de l'opération Chevauché. Le jour se lève lorsque les hommes du peloton Charlie retournent vers leur base de Kidal. Leur mission, ouvrir la route au reste du convoi. On part pour notre mission de la journée, on fait quoi, à peine 2-3 km. Et les herbes étaient très hautes, il faisait encore nuit, la visibilité était vraiment pas bonne. Et le chef de bord devant moi, enfin la patrouille devant moi, avait pris un peu d'avance. Et moi, comme les herbes étaient hautes, on ne voyait vraiment rien, on roulait pas vite. On ne voyait pas trop bien, on était sur un terrain où il y avait des autres herbes. Du coup, il y avait un trou où on ne pouvait pas voir. Le truc, c'est que quand on est devant, on est concentré et il n'a pas dû voir le fossé qui était caché par les hautes herbes. Là-bas, il y a un trou, en fait, là. Ouais. On ne voit pas d'ici, mais il y a un creux de 1 mètre, 1 mètre 20. En fait, il roulait, le nez est tombé dedans, il a passé de l'autre côté. Et là, au niveau sensibilité, c'est la même chose des deux côtés? Oui, ça va. C'est pas endormi? Ça marche. Attrapez mes doigts. Les deux mains. Vous serrez le plus fort possible. Fort. Ouais, vas-y. Ok, impeccable. On relâche. Là, tu sors bien les os. Surpris par un fossé, les 3 hommes d'équipage n'ont pas eu le temps de se protéger. Le pilote a le front entaillé, se plaint d'une vive douleur au cervical. Le chef de bord a le souffle coupé, les côtes endolories et la langue entaillée. Et le 3e homme est plus légèrement choqué. On s'imagine au pire. Moi, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive vite en plus dans des véhicules blindés. T'as vite fait de te bousiller le crâne ou te faire mal, quoi. Pas de douleur au niveau des cervicales? Je peux bouger, j'ai pas mal. On lui a mis une poche de foie pour j'ai mal la côté gauche. Ici, là parce que ça a claqué, j'imagine. Ouais, je pense que ça a... Quand il y a un accident comme ça,
On sécurise d'abord, on établit un périmètre de sécurité autour de la zone. Juste après ou simultanément, on prend la liaison avec les personnels qui sont blessés. On évalue la gravité des blessures et ensuite, en fonction, eh bien, on demande une évacuation médicale ou non. C'est fait, c'est checké, pas de souci. Donc c'est juste que là, je vais rendre compte au CO du coup du bilan que tu as fait. Après, la question, c'est vu que j'en évacue un, est-ce qu'on évacue les trois ou est-ce qu'on en évacue un et on garde les autres? Pour moi, médicalement, ils n'ont pas besoin d'être évacués. Ouais, mais je pense qu'on va évacuer les trois parce que de toute façon, je sais pas où on va les mettre. Il y a une évacuation médicale pour les 3 personnels pour qu'ils passent des examens complémentaires. C'est pas tant la gravité des blessures que ce qui aurait pu être caché qui a justifié qu'on les évacue médicalement. Les mecs dans le tigre, ils doivent se dire c'est qui ces blaireaux en bas? C'est sûr. Alors que les 3 blessés sont emmenés vers un hélicoptère de transport, un hélicoptère de combat Tigre sécurise la zone. Dans 20 minutes, après un vol tactique à quelques mètres au-dessus du sol, ils seront pris en charge à l'hôpital militaire de la base de Gao. On sait qu'ils vont bien, donc on est content. Mais ouais, si ça aurait été grave, je pense que ça aurait été dur pour nous. C'est comme nos frères, tu vois. C'est comme si ton frère il a un accident et voilà, c'est grave, t'es mal toi aussi, tu vois. La camaraderie, la cohésion, elle se forge vraiment dans les moments les plus durs. Comme on dit, on a souvent l'habitude de dire la cohésion, les gars, c'est pas autour d'une bière. C'est vraiment dans les moments les plus difficiles qu'on voit sur qui on peut compter en fait. Que vraiment là, on peut vraiment souder des personnes. C'est pas, ok, on va faire un tour de Space Mountain, il y en a, ils ont un peu peur de monter dedans, on les force à monter dedans, ils font le tour, ils sont contents, non. Là, c'est vraiment dans la galère, dans la sueur, dans la poussière, dans le sang que je forme des liens. Voilà. C'est dans ça qu'on forme des liens, enfin pour moi. L'incident a eu lieu à 5h30. Il est 9h. Vous voyez les délais que ça prend. 3h30 pour évacuer 3 blessés. C'était si on cherche le positif, ben là au moins on a pu driller une chaîne complète Evasan avec une évacuation par hélico et au moins c'était un bon drill en espérant qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Mais pour que la prochaine fois tout le monde sache quelle place il doit avoir et qu'est-ce qu'il doit proposer et quel compte rendu il doit faire rapidement pour que ça accélère. Et là on va rouler pendant une 40aine de bornes en espérant que ça roule bien. Si ça roule bien, vers 15h on devrait être arrivé. Il y a des niveaux de veille qui sont gradués, enfin on n'est pas tout le temps en alerte maximale. Donc je pense qu'on est dans un état d'alerte constant, certes, mais comme il n'est pas à son maximum, bah, finalement on arrive à vivre avec. Alors certes c'est peut-être un peu plus... ça demande un temps d'adaptation, mais l'entraînement vise aussi au fait que nos personnels soient habitués à ça et puissent le supporter. En revanche, il est certain qu'au retour, ça demandera peut-être un temps d'adaptation plus ou moins long sur les personnes pour revenir à une vie plus normale, conforme à la vie qu'on a en métropole. Après plusieurs semaines passées dans la région de Kidal, au nord du Mali, les hommes du peloton Charlie se préparent à une longue opération qui va les conduire à la frontière est du pays, dans la région de Ménaka. C'est dans cette zone que 4 soldats des forces spéciales américaines et plusieurs soldats nigériens ont perdu la vie 2 mois plus tôt dans une embuscade. Le guet-apens avait été mené par l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, c'est-à-dire Daesh. Un groupe armé terroriste très entraîné que les soldats de la force Barkhane vont tenter de débusquer. En
En tête, les hommes du peloton Charlie doivent reconnaître les axes de progression et vérifier les renseignements envoyés par leur chef, à commencer par les potentielles zones de cache d'armes ou de munitions ennemies. Je reçois l'ordre d'aller fouiller une cache d'armes, on entame la progression et j'entame la reconnaissance de la zone avec, avec l'équipe EOD et une de mes patrouilles. On arrive sur les lieux, il y a toutes les patrouilles qui se mettent en surveillance et qui nous couvrent. On met un binôme à gauche, un binôme à droite. On écarte de 30-40 mètres. Et les chiens, ils vont galérer. Par contre, l'excitation était là. Du coup, sur une cache d'armes, forcément, c'est une mission qui change. Cette fois-ci, on ne chauffe plus un endroit, on n'attend pas toute la journée, c'est là on y va, quoi. Donc ça se trouve, il y a moyen qui rend quelque chose d'intéressant à voir. C'est une satisfaction de trouver quelque chose aussi. Trouver des armes, dire ouais, on a fait ça, on a trouvé des armes, c'est bien. Le mec du génie, il passait sa poêle à frire. Ça a fait bip bip bip, je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Mais en fait, je pense que c'était une barre de ferraille ou un truc comme ça. Et, je sais pas, l'endroit il était un peu bizarre. Mais c'était un long trou et je pense que ça partait bien profond dans le sol. Et au final, on n'a rien trouvé, il n'y avait pas de détection de métaux. Ou... Ils n'ont rien trouvé. Dommage. Au final, ils trouvent des cailloux, de la poussière, des souris, mais aucune arme. Rien du tout. Néant. Non, c'est pas frustrant parce que... Enfin, moi, je trouve pas ça frustrant. Parce qu'à partir du moment où il y a une suspicion, il faut bien que quelqu'un aille lever le doute qu'il y a. Et à partir du moment où on lève un doute, eh bien, il faut accepter qu'il puisse ne rien y avoir. Mettez jusqu'au bout, là. Alors là, je suis pas là, c'est vraiment trop étroit. En soi, les cavités naturelles étaient là, le renseignement n'était pas complètement erroné. Donc, il fallait bien que quelqu'un y fouille. Quand c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut être passionné. Faut être passionné, t'as pas le choix. Parce que si tu dis, tiens, il y a une cache d'armes, on va aller la fouiller, on va trouver plein de choses, c'est bon, c'est parti, les médailles, les décorations, etc. Et que tu arrives sur le coup, que tu trouves rien, et que tu perds le moral juste pour ça, en fait, bah t'as rien à faire avec nous. L'ennemi asymétrique est bien conscient que le meilleur moyen de nous échapper, c'est de se déprofiler, de se fondre dans la population, et il le fait très bien. Donc on est obligé de mener des contrôles systématiques. 12 Alpha, tu passes derrière moi et tu tombes en appui en avant de la piste face à l'arène Purple. Comment ça se passe? Il y a des sommations qui sont faites, d'abord sonores, puis visuelles. Puis si jamais les véhicules ne répondent pas, des sommations par le feu. Donc là, une fois que c'est arrêté, on contrôle le chargement, les personnels, où ils vont, ce qu'ils font, téléphone. Alors lorsqu'on croise des véhicules civils, on procède en effet à des contrôles plus ou moins poussés. On regarde rapidement quel est le chargement, l'attitude et la tenue de la personne. Et on échange quelques mots et si rien ne semble suspect, on la laisse repartir. Mais en aucun cas, ça nous donne un blanc-seing et ça nous autorise à faire tout ce qu'on veut. Bah forcément, l'ennemi, il est jamais loin parce qu'il est toujours là où on n'est pas. Et comme nous, on bouge, bah lui, il bouge aussi. Il sait, je sais pas comment, parce que je suis pas avec eux, mais ils le savent directement dès qu'on bouge. Et ici, des routes, il n'y en a pas 100 000. Donc dès qu'on emprunte une route, et bah, ça mène forcément vers un endroit. Et bah, les mecs, ils quittent la zone. Et ils partent toujours plus à l'est ou plus au nord ou plus... bah, les mecs, ils décalent. Et où ils décalent, ils font parler d'eux, forcément, parce qu'après, on le sait. On sait qu'ils étaient là, donc ils font parler d'eux. Et ils bougent tout le temps. Et nous, on les voit jamais. On les croise jamais. En fait, c'est comme si on faisait un ratissage énorme et qu'on trouvait rien sur notre passage parce qu'ils reculent à chaque fois qu'on avance. On les trouve pas. C'est eux qui nous trouvent. Non,
Non, je sais pas comment on les trouve. Je sais pas. C'est du renseignement, c'est du renseignement à droite, à gauche. C'est beaucoup de des heures et des heures, des semaines de terrain pour trouver une poignée de mecs. C'est frustrant. Hein. Le peloton n'est pas du tout dans un rôle de chasseur. En fait, ici, on est vraiment dans le rôle de... C'est pas forcément très agréable à dire, hein. Mais on est plus dans le rôle de la proie parce que l'ennemi qui est face à nous est un ennemi qui connaît très bien son terrain et qui nous voit venir de très loin. Donc il réfléchit comme nous et avant de s'engager, avant d'engager le combat avec nous, s'il le fait, il choisira un terrain favorable et il aura forcément l'ascendant, au moins dans un premier temps. Donc il faut accepter le fait qu'on n'est pas dans le rôle du chasseur mais plutôt de la proie et il faut se tenir prêt, toujours prêt à réagir à une embuscade ou une attaque IED parce que c'est la menace la plus probable et qu'il y a très peu de chances en fait, ça n'arrivera pas. Le fait qu'on se retrouve face à un ennemi aligné face à nous, on sait très bien qu'il nous prendra par surprise au moment où on s'y attendra le moins. Cigare? Non. C'est une carte. 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 Ah, voilà. Hey, carte. Hey. Je comprends un peu. Ouais, les gens ils ont peur. Ils veulent même pas te parler, tu vois, à la base. T'arrives, non, en gros, je parle pas avec vous, tu vois. Même au début, carrément, ils font genre qu'ils parlent pas français, tu vois. Attends, tranquille. Tranquille. Calme-toi. Boum, la yale. La population est apeurée parce que justement, nos ennemis diffusent le message selon lequel on veut du mal aux gens, qu'on est là pour tuer des civils et semer l'insécurité et le désordre dans la zone. Ah, mais dessus, t'as vu de la tinama, en fait. Ouais, cercle d'Ansango, commune de Tinahama. Ouais. Voilà, ici, c'est juste de la commune, alors. C'est risqué pour les locaux de parler à la force. Déjà parce que nous, on n'est pas tout le temps sur le terrain. Et que, par conséquent, c'est tout à fait possible que des mecs soient revenus dans le village avant nous. On leur dit, si vous parlez à Barkhane, on vous met la misère. Des démonstrations de force, il y a plein de moyens d'en faire. Couper un membre, prendre en otage des familles, piller un village. Je vais donner une carte. Non. Une carte téléphone pour nous, français. Non. Tu veux pas? Des démonstrations de force, plusieurs villages où ils nous ont dit qu'ils y avaient eu droit. Et moi, je suis dans un campement, j'ai rencontré un mec qui m'a serré la main gauche. Au début, je pensais que c'est parce que j'étais pas le bienvenu. Quand j'ai vu qu'il avait plus de main droite, j'ai compris que c'était pour d'autres raisons. Voilà. D'accord. Non, comme ça, tu gardes, tu montes aux enfants, il faut pas toucher tout ça. Si il y a des enfants, voilà. Il n'y a pas touché. Voilà. D'accord. OK? OK. Ouais. Voilà. OK. Je te laisse ça. Merci. Tu donnes à tout le monde. Oui. S'ils voient ça, ils ne touchent pas et ils appellent. Si tu as vu de ça là, qui a... Appelez. Il faut appeler. D'accord. Terrorisés par les hommes de l'État islamique au Grand Sahara, les habitants de cette région isolée du Mali savent que parler à un homme de la force Barkhane met leur vie en danger. Tout ce que peuvent finalement laisser les hommes du peloton Charlie, ce sont ces prospectus invitant les villageois à les appeler en cas de découverte de munitions ou d'engins explosifs. Désormais installés au cœur de la population, les terroristes restent plus insaisissables que jamais. Très frustrant. Parce qu'on nous dit qu'ils sont à côté, que bientôt on va attraper des gars, que ça va concrétiser, qu'on n'est pas là pour rien, mais au fur et à mesure, on sait qu'on n'est pas là pour rien. Mais au fur et à mesure, tous les jours, c'est pesant. Non, mais c'est vrai que quand t'es ambitieux, quand c'est comme ça, c'est la routine en fait. T'as une routine qui s'installe, et c'est ça qui est assez, qui est pas bien. C'est à partir du moment où t'as tes petites habitudes, que tu prends tes petites habitudes sur le terrain comme ça, c'est les habitudes qui tuent. C'est-à-dire qu'à force, tu te dis, tous les jours c'est la même chose, toujours je fais les mêmes choses, donc tu es moins vigilant. Tu regardes pas les choses pareilles, tu te reposes sur tes lauriers. Et c'est souvent que là, l'accident arrive ou les problèmes arrivent. Donc on veille au grain à faire en sorte que ça arrive pas en fait.
Les hommes du peloton Charlie arrivent dans le dernier village qu'ils doivent contrôler, à quelques pas de la frontière entre Mali et Niger. Mais après des semaines à arpenter cette région seuls, ils sont cette fois-ci accompagnés de 2 informateurs. Les motos, c'est juste à côté? C'est là. Membres d'une milice villageoise d'autodéfense, ces hommes ont tenté en vain de défendre leur village face aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara. Désormais ivres de vengeance, ils ont décidé de venir en aide à la force Barkhane pour les aider à récolter du renseignement. Leur objectif, aider les hommes du peloton Charlie à obtenir suffisamment d'informations pour faire libérer leur village qui se trouve à seulement 30 km d'ici. Ces 2 personnels nous ont été présentés comme des collaborateurs, ce qu'on pourrait appeler en langage courant des indiques. Et donc dans les échanges, va être évoqué un village voisin de 30-40 km. Un village dont viennent nos deux collaborateurs. Et on comprend clairement que là, on va avoir une convergence d'intérêts avec eux. J'entends par là que nous, on veut trouver des gâtes et que eux, ils ont une revanche à prendre. Et clairement, ils y ont perdu des plumes, ils ont perdu des proches. Et ils veulent leur revanche. Un des 2 collaborateurs a lui beaucoup d'informations à nous donner sur le village en question. Et ces informations-là sont particulièrement intéressantes. Parce qu'on a les identités du chef de village, de son fils, qui s'avère être le chef GAT sur place, le chef du groupe armé terroriste qui contrôle le village. Et on a également le nom du chef GAT pour toute la zone. Se sachant non loin de l'ennemi, les hommes du peloton Charlie poursuivent plus avant leur investigation. Et au détour d'une conversation avec des villageois, un homme attire particulièrement leur attention. On trouve une maison autour de laquelle, enfin une hutte autour de laquelle des hommes sont assis. Donc on se dirige vers eux parce que ce sont les interlocuteurs privilégiés ici. Les femmes évitant ne pouvant pas nous parler sans la présence d'hommes sur place. Et dès le début, je remarque qu'on a 3 interlocuteurs privilégiés, que des enfants de jeunes adolescents masculins sont avec eux, et qu'en revanche, alors que les enfants participent à la discussion, ou en tout cas écoutent, on a un homme d'âge mûr qui lui reste en retrait. Et dès le début, ça m'interpelle. Parce que si des enfants sont dans le cercle de la discussion, il n'y a aucune raison qu'un homme, lui, reste en retrait. Et donc là, pour moi, ça confirme clairement qu'il a quelque chose à se reprocher. On creuse, on veut savoir ce qu'il fait. Alors, la famille autour est une famille de bergers, mais lui tient un commerce. À partir du moment où il me dit ça, eh bien, je lui demande de m'emmener à son commerce et de me le faire visiter. C'est quoi ça? Les sacs là. Il nous amène à son commerce, nous ouvre les portes et là on constate que pour un si petit village, il a un stock relativement important. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui lui achètent beaucoup d'un coup? Beaucoup de paquets d'un coup? Dans son stock, on a clairement des éléments qui indiquent qu'il est en mesure de fournir des gâtes parce qu'il a des céréales à grande quantité. Il a aussi beaucoup de chambres à air et de pompes pour gonfler les motos. Et on sait très bien que ces éléments-là, les gens du coin n'en ont pas besoin, pas en aussi grande quantité. Lui, il a vraiment de quoi fournir un stock important. Du coup, ils ont trouvé un pactole incroyable chez un mec. Et du coup, ça met la puce à l'oreille. Soit le mec, c'est un gros commerçant, qu'il a la tchatche et que tout le monde l'aime bien, soit il a des filons. Après, ça veut pas forcément dire que c'est un grand méchant qui va tuer des gens et tout, mais ça reste bizarre. Donc là, une longue discussion s'engage. Le contrôle du commerçant se fait. Et on voit qu'il est vachement réticent. Et en plus, il se retrouve qu'il a 180 000 francs CFA sur lui, qui est énorme pour le coin. Donc là, ça continue, on continue le contrôle. Et c'est là qu'on apprend pas mal de choses. Qu'en fait, ce commerçant, il vend à tout le monde. Et que vraiment, dans la région où on a agi, en fait, il y avait vraiment une présence de gâtes. 2 jours après, il y a eu une action qui a eu un résultat concret.
Et donc ça va pouvoir amener une action de la force que nous ne mènerons pas personnellement, mais qui aura un résultat certain sur le terrain. Et relativement satisfaisant, parce que ça a permis de neutraliser 3 personnels ennemis dont on est sûr qu'ils étaient ennemis. Voilà. Ça fait 20 ans que le village il existe. Voilà. Après cette fouille du village, les hommes du peloton Charlie ont laissé le commerçant repartir, n'ayant rien contre lui si ce n'est des soupçons. Le tout, c'est Tintintor. Et c'est lui qui commande. Mais 2 jours plus tard, suite aux renseignements obtenus en partie lors de cette mission, des soldats des forces spéciales et des commandos, appuyés par des moyens aériens, intervenaient dans ce fameux village tombé aux mains de l'État islamique au Grand Sahara. Lors de cet assaut, en plus de 3 membres importants du groupe terroriste définitivement neutralisé, les soldats français faisaient plusieurs prisonniers et forçaient le reste du groupe à fuir provisoirement de cette zone frontalière entre Mali et Niger. Plusieurs semaines durant, les hommes du peloton Charlie savaient qu'ils couraient derrière ce groupe a priori insaisissable lié à Daesh. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au même moment, les 2 chefs terroristes les plus importants du Sahel et du Sahara tentaient d'effectuer une jonction entre leurs 2 groupes. Liad Ghali, dirigeant du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, et Abou Walid Sahraoui, chef de l'État islamique au Grand Sahara, étaient dans la région pour se rencontrer. Une rencontre sans doute mise à mal par cette opération menée par les soldats de la force Barkhane. C'est bon, c'est la satisfaction, on a servi quelque chose. En soi, mon régiment, pas mon régiment, mon peloton, c'est le peloton de reconnaissance et d'investigation. On a renseigné, on a fait notre taf. Voilà. Au final, tout ce qu'on a fait, ça n'a pas servi à rien. Si même nous, de notre niveau, on n'a rien vu, on n'a rien fait, et derrière, en fait, ils ont pu vraiment, peut-être pas faire ce qu'ils voulaient, mais les objectifs en fait, ont été atteints. C'est-à-dire qu'on était là pour attraper les terroristes, pour faire reculer les terroristes, pour faire partir les terroristes. Et on apprend que vraiment, ça a servi à... ça s'est passé en fait. C'est bien parce que ça nous a permis de finir sur une note positive, de se dire ouais voilà, ce qu'on fait ça sert, c'est utile. On a libéré des populations qui subissaient la charia, la pression d'islamistes et de radicalisés qui leur faisaient vivre un enfer. Et on se sent utile. Là, on se dit qu'on a fait des choses. Là, tu dis en fait, tous tes moments de frustration, de doute, toutes les choses comme ça, partent en fait. T'es heureux en fait. Là, ta mission prend un sens. Tu dis, je suis là pour apporter la paix. Après ça, tu rentres chez toi, t'es grandi. T'as grandi, tu prends les gros problèmes comme des petits problèmes, tu vois. Tu relativises beaucoup. Moi, je me sens bien. Je me sens bien parce que je sais maintenant que nous, en France, les soldats français, on fout pas la merde et qu'on n'est pas là pour détruire le pays, mais on est là pour le stabiliser. Et ça fait du bien parce que avant, on entend les soldats français font ceci, les soldats français font cela. Maintenant que j'y suis et que je suis un soldat français et que je vis la vie d'un soldat français, je me rends compte que c'est pas du tout ça. Et ça fait plaisir de le savoir aussi. Bon, on est assez lucide sur la reconnaissance que peuvent avoir les gens pour notre travail ou la non-reconnaissance. Donc ce qui compte, finalement, c'est qu'on s'engage toujours au début pour de grandes causes et que finalement, ces causes-là, quand on est engagé longtemps, eh bien, elles s'effacent en tout cas en partie pour laisser ressortir des causes qui ont une présence dans la vie quotidienne beaucoup plus forte. En résumé, quand on est en opération, on se bat, on travaille, plus tellement pour la France ou pour l'idée de patrie, mais bien pour ceux avec qui on est au quotidien. Bien avant que ce soit pour la France ou pour autre chose.